Ce soir-là, j'ai vu ma fille, Nina, verser quelque chose dans ma tasse de tilleul. J'étais debout dans le couloir sombre, derrière la porte entr'ouverte de la cuisine. La pluie battait contre les vitres, mes mains tremblaient contre le chambranle. Elle ne m'avait pas entendu descendre. J'ai vu le geste, rapide, précis. Le petit flacon blanc sortit de la poche de son gilet. 2 cachets écrasés dans la cuillère, le bruit du sucre qu'on mélange. Et puis sa voix, douce, comme autrefois. « Maman, ton thé est prêt. » Je ne sais pas comment j'ai réussi à marcher jusqu'à la table, à m'asseoir, à sourire, à prendre la tasse entre mes mains en disant « Merci, ma chérie ». Mais je n'ai pas bu, j'ai fait semblant. Et ce qui s'est passé 30 minutes plus tard, ce que j'ai entendu, m'a brisé d'une manière que je ne pensais pas possible à 70 ans. Je m'appelle Violette Charlier, j'ai 70 ans. Je vis seule dans une grande maison bourgeoise du 16e arrondissement depuis la mort de mon mari, il y a 3 ans. Nina est mon unique enfant, ma fille, mon sang. La petite fille aux boucles blondes que j'ai bercée pendant des nuits entières, celle pour qui j'aurais donné ma vie sans une seconde d'hésitation. Mais ce soir-là, assise dans mon fauteuil en velours grenat, la tasse encore chaude entre mes doigts, j'ai compris une chose terrible. Parfois, ceux qu'on aime le plus sont ceux qui nous trahissent le mieux. La tasse était un cadeau de ma mère, porcelaine de Limoges, blanche avec un filet doré. Elle me l'avait offerte le jour de mes 30 ans en me disant « Violette, dans cette maison, on boit toujours dans de la beauté, même les chagrins. Je l'ai toujours gardée, même après sa mort, même après celle d'Henri. » Ce soir-là, en tenant cette tasse empoisonnée, j'ai pensé à elle, à ce qu'elle aurait fait, à ce qu'elle aurait dit, et j'ai décidé de ne pas boire. Nina était une enfant lumineuse, rieuse, intelligente, trop sensible peut-être. Elle pleurait quand les fleurs fanèrent dans le vase. Elle me demandait si les oiseaux avaient froid l'hiver. Henri et moi l'avons élevée dans la douceur, dans les livres, dans les voyages. Nous lui avons tout donné. Pas seulement l'argent, ça, c'était facile. Mais le temps, l'attention, l'amour. À 15 ans, elle voulait être avocate. À 20 ans, écrivaine. À 25, elle a épousé un garçon charmant, Julien, qui travaillait dans la finance. Ils ont divorcé 3 ans plus tard. Depuis, elle changeait de métier, de ville, d'amant. Elle revenait toujours ici, dans cette maison, comme si elle cherchait quelque chose qu'elle avait perdu. Moi, je l'accueillais, toujours, les bras ouverts, les poches pleines. Je pensais que c'était de l'amour. Nina était rentrée 2 semaines plus tôt, sans prévenir, avec 2 valises et un regard fatigué. « Maman, j'ai besoin de quelques jours, juste pour souffler. » Je ne lui ai rien demandé. Je lui ai préparé sa chambre, celle avec la vue sur le jardin. J'ai mis des draps propres, des serviettes neuves, une bougie à la lavande. Les premiers jours, tout semblait normal. On parlait peu, elle dormait beaucoup, sortait parfois, revenait tard. Je me disais qu'elle avait besoin de calme. Mais ce soir-là, quand elle m'a proposé de me préparer une tisane, j'ai vu quelque chose dans ses yeux, quelque chose de dur, quelque chose qui ne m'était pas destiné. Vous savez, parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. On ferme les yeux parce qu'on ne veut pas voir, parce qu'on a peur de ce qu'on va découvrir. Et vous, avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous aimiez? Quelqu'un en qui vous aviez une confiance absolue? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. J'aimerais vous lire. Ce soir-là, assise dans mon fauteuil, la tasse pleine posée sur la table basse, j'ai fermé les yeux. J'ai ralenti ma respiration. J'ai laissé ma tête tomber légèrement sur le côté. J'ai fait semblant de dormir. Et j'ai attendu, parce que je voulais savoir. Parce qu'une mère, même trahie, veut toujours comprendre. J'ai attendu dans ce fauteuil, les yeux mi-clos, la respiration lente et régulière, comme celle d'une femme endormie. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'elle l'entende. Mais Nina ne s'approchait pas. Pas encore. J'entendais ses pas légers dans la cuisine, le bruit de l'eau qu'on ferme, le cliquetis discret d'une porte de placard. Alors, dans ce silence étrange, suspendu entre la conscience et le sommeil fin, j'ai pensé à Henri. Henri qui aurait su quoi faire. Henri qui aurait trouvé les mots. Henri qui ne serait jamais mort et qui m'aurait évité tout cela. Nous nous étions rencontrés à 23 ans, dans une librairie du quartier latin. Lui cherchait un livre sur l'architecture haussmannienne. Moi, un recueil de Colette. Nos mains se sont touchées en attrapant le même volume par erreur. Il a souri. J'ai rougi. 3 mois plus tard, nous étions mariés. 44 ans ensemble. 44 années de thé le matin dans la véranda, de promenade le dimanche au jardin du Luxembourg, de mains serrées sous la table pendant les dîners avec des amis que nous n'aimions pas vraiment. 44 ans à construire une vie solide, élégante, discrète. Une vie où chaque objet avait sa place, où chaque geste avait un sens. Cette maison, c'est Henri qui l'a choisie. En 1982,
Un immeuble de pierre blonde, près de la rue de la Pompe. 5 pièces avec des parquets en chêne, des moulures au plafond, une cheminée en marbre dans le salon. On a mis des mois à tout refaire. Les peintures, les rideaux, les luminaires. Nina avait 6 ans. Elle courait dans les pièces vides en criant que c'était un château. Je me souviens du jour où on a emménagé. Henri portait les cartons. Nina portait sa poupée. Moi, je portais cette tasse en porcelaine que ma mère m'avait donnée, enveloppée dans un torchon comme si c'était un trésor. Et c'en était un. Parce que ma mère était morte l'année d'avant et que cette tasse, c'était tout ce qui me restait de ces matins à elle, de son parfum de café au lait, de sa voix douce qui me disait « Violette, ma chérie, bois lentement, savoure ». Henri m'a regardé déballer cette tasse avec une tendresse infinie. Il a dit « On va la mettre dans le vaisselier. Comme ça, elle sera toujours là. » Et elle y est restée, pendant des années, intacte, précieuse, jusqu'à ce soir, jusqu'à ce que Nina la remplisse de poison. Dans mon fauteuil, les paupières fermées, j'ai senti une douleur sourde remonter dans ma poitrine. Pas celle du cœur, celle de la mémoire, celle qui sait qu'on ne reviendra jamais en arrière, parce que Nina n'avait pas toujours été cette femme au regard dur. Nina avait été ma lumière, mon bébé aux yeux clairs, la petite fille qui réclamait des histoires tous les soirs avant de dormir, qui chantait dans le bain, qui me dessinait des bouquets avec des crayons de couleur en me disant « C'est pour toi, maman, parce que tu es la plus belle ». Je l'ai portée 9 mois. Je l'ai mise au monde un matin de mai, sous une pluie fine, à la clinique de Neuilly. Henri pleurait en la tenant. Moi, j'étais épuisée, mais apaisée. Enfin, on était 3. On l'a appelée Nina, comme la grand-mère d'Henri. Une femme douce, pieuse, qui jouait du piano et qui brodait des nappes. Henri disait que notre fille lui ressemblerait, qu'elle serait forte et sensible à la fois. Pendant longtemps, il a eu raison. Nina a grandi entourée d'amour, de livres, de musique. On l'a inscrite au conservatoire à 8 ans. Elle jouait du violon. Pas très bien, mais avec application. Chaque dimanche, on allait au concert, au musée, au théâtre. Henri voulait qu'elle ait ce qu'il n'avait pas eu. Une enfance riche. Pas en argent, ça on en avait assez, mais en beauté, en culture, en souvenirs qui tiennent chaud. Je me souviens de ses anniversaires. Les gâteaux au chocolat, les bougies soufflées d'un coup, les cadeaux emballés dans du papier doré, ses amis qui riaient dans le jardin, Henri qui jouait au photographe avec son vieil appareil, moi qui servais le thé dans mes plus belles tasses, même aux enfants, parce que chez nous, on ne faisait pas les choses à moitié. Nina aimait cette maison. Elle aimait sa chambre avec les voilages blancs, le papier peint à fleurs, le bureau près de la fenêtre. Elle y faisait ses devoirs en chantonnant. Elle y rêvait. Elle y pleurait aussi parfois, quand un garçon lui brisait le cœur ou quand une amie la trahissait. Mais elle revenait toujours vers moi. Elle posait sa tête sur mes genoux. Elle me disait « Maman, pourquoi les gens sont méchants ?» Et moi je caressais ses cheveux en lui répondant ce que ma mère me disait. « Parce qu'ils ont peur, ma chérie. Parce qu'ils sont perdus. Mais toi, tu es bonne. Et tu seras toujours protégée. » Je me suis trompée. À 18 ans, Nina est partie étudier le droit à Assas. Elle voulait devenir avocate, défendre les faibles, réparer les injustices. Henri était fier, moi aussi. On payait son appartement, ses livres, ses sorties. On lui donnait tout, pas par devoir, par joie. Mais quelque chose a changé. Elle ne rentrait plus aussi souvent. Elle appelait moins. Quand elle venait, elle semblait ailleurs, fatiguée, irritable. Elle parlait de ses études comme d'un fardeau, d'un piège. Elle disait qu'elle ne savait plus ce qu'elle voulait. Henri s'inquiétait. Il me disait « Violette, elle a besoin de temps. C'est l'âge. Elle cherche. » Alors on a attendu. On a continué à l'aider, à l'écouter, à espérer. Puis elle a rencontré Julien, un garçon grand, souriant, issu d'une bonne famille. Il travaillait dans une banque d'affaires. Il parlait bien, il était poli. Il nous a demandé sa main de manière très classique, un dimanche midi, après le déjeuner. Henri a dit oui, moi aussi. Le mariage a eu lieu ici, dans le 16e. Une petite cérémonie élégante, 150 invités. Nina portait la robe de ma mère, une robe en dentelle ivoire, simple, magnifique. Je l'ai aidée à l'enfiler. Elle tremblait, elle pleurait. Je lui ai dit « C'est l'émotion, ma chérie. C'est normal. Mais maintenant, je me demande si ce n'était pas autre chose. » Le mariage a duré 3 ans. 3 ans de sourires en public et de silences en privé. Nina ne nous disait rien, mais je voyais les cernes sous ses yeux, les kilos perdus, les appels qu'elle ne décrochait plus, les week-ends où elle ne venait pas. Puis, un matin de janvier, elle a sonné à la porte, seule, avec 2 valises. Elle a dit « Maman, c'est fini, je divorce. » Je ne lui ai posé aucune question. Je l'ai prise dans mes bras. Henri lui a préparé du thé. On l'a installée dans sa chambre, celle de son enfance, comme si elle n'était jamais partie. Elle est restée 6 mois.
Puis elle est repartie, vers une nouvelle vie, un nouveau travail, un nouvel homme. Et ce cycle a recommencé, encore, et encore, et encore. Chaque fois, elle revenait un peu plus cassée, un peu plus perdue, un peu plus froide. Chaque fois, je lui donnais de l'argent, pour l'aider, pour qu'elle reparte du bon pied. Henri me disait, « Violette, tu ne peux pas la sauver à chaque fois, il faut qu'elle apprenne. » Mais je ne savais pas faire autrement. Elle était ma fille, mon sang, ma chair. Quand Henri est mort, il y a 3 ans, Nina n'est même pas venue à l'enterrement. Elle a appelé. Elle a dit qu'elle était en Espagne, qu'elle ne pouvait pas rentrer, qu'elle était désolée. J'ai pleuré seule dans cette maison. J'ai enterré mon mari seul. J'ai trié ses affaires seule. J'ai continué à vivre, seule. Nina est revenue 2 mois plus tard. Elle m'a dit « Pardon, maman, je n'ai pas pu. C'était trop dur. » Et moi, comme une idiote, je l'ai encore pardonné. Assise dans mon fauteuil ce soir-là, feignant le sommeil, je me suis demandé à quel moment exactement j'avais perdu ma fille. À quel moment Nina était devenue cette femme capable de verser du poison dans le thé de sa mère. J'ai entendu ses pas. Elle s'approchait. Mon cœur s'est arrêté. Ses pas se sont arrêtés juste devant moi. J'ai senti son ombre sur mon visage, sa présence, son souffle. Elle était si proche que j'aurais pu toucher sa main si j'avais bougé. Mais je n'ai pas bougé. J'ai gardé les yeux fermés, la tête légèrement penchée sur l'épaule, la bouche entr'ouverte, comme une vieille femme endormie après une tisane du soir. Le silence a duré une éternité. Puis j'ai entendu sa voix, toute petite, presque enfantine. « Maman ?» Mon cœur a bondi dans ma poitrine, mais je n'ai pas répondu. Je n'ai pas bougé d'1 millimètre. « Maman, tu dors ?» Sa voix était plus forte maintenant, plus assurée. Elle me testait. J'ai continué à respirer lentement, profondément, comme Henri le faisait quand il dormait. Ce souffle régulier, presque ronflant, qui m'avait bercé pendant 44 ans. Nina a fait un pas en arrière. J'ai entendu le parquet craquer sous son poids. Puis, j'ai entendu autre chose, un froissement. Elle prenait quelque chose dans sa poche, son téléphone. Elle a composé un numéro, vite, nerveusement, et elle a attendu. Une sonnerie, 2, 3, puis une voix d'homme, lointaine, étouffée. Je ne comprenais pas les mots, mais je comprenais le ton, impatient, agressif. Nina a répondu à voix basse, presque un chuchotement. Mais dans le silence de cette maison que je connais par cœur, chaque mot m'a frappé comme une gifle. C'est moi. Oui, je l'ai fait. Elle dort. Un silence. Je te dis que ça a marché. Elle a bu le thé. Elle est complètement partie. Mon sang s'est glacé. Mes mains se sont crispées sur les accoudoirs du fauteuil. Mais je n'ai pas ouvert les yeux. Pas encore. Non, écoute-moi. J'ai besoin de 2 heures maximum. Le temps qu'elle soit vraiment inconsciente. Après, je monte dans sa chambre. Je prends les papiers et je reviens. Tu m'attends dehors comme prévu. Une pause. L'homme disait quelque chose. Nina s'est énervée. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? On n'a plus le temps. Ils vont saisir l'appartement dans 10 jours. 10 jours, tu comprends. Si on ne paie pas, on perd tout. Sa voix tremblait maintenant. Elle n'était plus froide. Elle était désespérée, fragile. Et malgré l'horreur de ce que j'entendais, j'ai senti quelque chose bouger en moi. Quelque chose de maternel, de douloureux. Ma fille avait peur. Oui, je sais ce qu'on a dit. Mais c'est ma mère quand même. Je ne peux pas... L'homme a haussé le ton. Je l'entendais maintenant, même si je ne distinguais pas les mots. Il criait. Il l'insultait peut-être. Nina a baissé la voix encore plus. D'accord, je le ferai. Mais après, on disparaît. On quitte Paris. On recommence ailleurs. Tu me l'as promis. Elle a raccroché brutalement. Puis elle est restée là, debout, immobile, pendant ce qui m'a semblé 1 heure entière. Je l'entendais respirer fort, vite, comme quelqu'un qui essaie de ne pas pleurer. Et moi, dans mon fauteuil, feignant l'inconscience, j'ai compris quelque chose de terrible. Nina n'avait pas seulement versé du somnifère dans mon thé, elle avait prévu autre chose, quelque chose de pire. Elle avait dit « Je monte dans sa chambre, je prends les papiers. » Quels papiers? Mon testament? Mes comptes en banque? Les titres de propriété de cette maison? Et ensuite, quoi? Qu'avait-elle prévu après? Les mots de l'homme au téléphone résonnaient encore dans ma tête. On n'a plus le temps. Si on ne paie pas, on perd tout. Nina était ruinée. Nina était désespérée. Et Nina avait décidé de me voler. Mais était-ce seulement cela? Ou bien y avait-il quelque chose de plus sombre encore? J'ai pensé aux mots qu'elle avait prononcés. C'est ma mère quand même. Je ne peux pas... Ne pouvais pas quoi? Me voler seulement? Ou bien autre chose? Un frisson a parcouru mon dos. J'ai dû faire un effort surhumain pour ne pas ouvrir les yeux, pour ne pas hurler, pour ne pas me lever et la secouer en lui demandant ce qu'elle avait dans la tête. Mais je suis restée immobile, parce qu'il fallait que je sache jusqu'où elle était prête à aller. Nina s'est enfin éloignée.
Elle est sortie du salon. J'ai entendu ses pas dans le couloir, puis dans l'escalier. Elle montait à l'étage, à ma chambre. J'ai attendu encore quelques minutes, puis, très lentement, j'ai entrouvert les yeux. Le salon était plongé dans la pénombre. Seule la lampe du guéridon près de la fenêtre jetait une lumière dorée et faible. La pluie continuait à frapper les carreaux. Dehors, la rue était déserte. Les réverbères formaient des halos flous dans la nuit. Je me suis redressé doucement. Mon corps tremblait. Mes jambes étaient lourdes, engourdies d'être restées figées si longtemps. J'ai posé les pieds sur le tapis persan. Le même tapis que nous avions acheté à Istanbul il y a 20 ans, Henri et moi. Le même tapis sur lequel Nina avait joué enfant, construisant des châteaux avec des coussins. La tasse en porcelaine était toujours là, sur la table basse, pleine, intacte. Je l'ai regardée comme si c'était une arme. Puis je me suis levé, lentement, silencieusement, et j'ai marché jusqu'à l'escalier. J'entendais Nina en haut. Elle ouvrait des tiroirs, elle fouillait, elle cherchait. À l'étage, ma chambre donne sur la cage d'escalier. La porte était entr'ouverte. Je voyais la lumière filtrer à travers. J'ai grimpé les marches une à une, en prenant soin de poser mes pieds sur les bords, là où le bois ne craque pas. Henri me l'avait appris autrefois, quand on rentrait tard et qu'on ne voulait pas réveiller Nina. Maintenant, c'était moi qui espionnais ma propre fille. Je me suis arrêté juste avant le palier. J'ai retenu mon souffle, et j'ai regardé. Nina était à genoux devant mon secrétaire, un petit meuble en acajou que ma grand-mère m'avait légué. Elle avait forcé le tiroir du bas, celui où je garde mes papiers importants, mes relevés bancaires, mes contrats d'assurance, mon testament. Elle tenait une liasse de documents dans les mains. Elle lisait vite, frénétiquement. Puis elle a sorti son téléphone et elle a commencé à photographier chaque page, une à une, méthodiquement. J'ai senti mes jambes se dérober sous moi. J'ai dû m'accrocher à la rampe pour ne pas tomber. Ma fille était en train de voler mes documents, de copier mes comptes, de préparer quelque chose que je ne comprenais pas encore tout à fait. Mais le pire, ce n'était pas cela. Le pire, c'est qu'en la regardant faire, j'ai vu son visage. Et ce visage n'était pas celui d'une criminelle. Ce n'était pas celui d'une femme mauvaise. C'était le visage de quelqu'un qui se noie. Nina pleurait. Des larmes silencieuses coulaient sur ses joues. Ses mains tremblaient en tenant les papiers. Elle murmurait quelque chose. Des mots que je ne comprenais pas. Peut-être une prière, peut-être des excuses. Et à ce moment-là, malgré tout, malgré l'horreur de la situation, malgré le poison dans la tasse et les documents volés, j'ai ressenti quelque chose que je n'aurais jamais cru possible, de la pitié, parce que Nina n'était pas en train de me trahir par méchanceté. Elle me trahissait par désespoir, et je ne savais pas ce qui était pire. J'ai fermé les yeux, j'ai pris une longue inspiration, puis je suis redescendu, aussi silencieusement que j'étais monté. Je suis retourné dans le salon, je me suis réinstallé dans mon fauteuil, j'ai repris la même position qu'avant, la tête penchée, les yeux fermés, la respiration lente, parce que ce n'était pas fini. Parce qu'il fallait que je sache jusqu'où elle irait. Parce qu'une mère, même face à l'impensable, veut toujours comprendre. 10 minutes plus tard, Nina est redescendue. Je l'ai entendue entrer dans le salon, s'approcher de moi, vérifier une dernière fois que je dormais bien. Puis, elle a sorti de nouveau son téléphone, et elle a composé le même numéro qu'avant. Cette fois, quand l'homme a décroché, elle n'a dit qu'une seule phrase. Une phrase qui m'a glacé le sang. C'est bon, j'ai tout. On peut passer à la suite. On peut passer à la suite. Ces mots sont restés suspendus dans l'air, comme une condamnation. J'ai continué à faire semblant de dormir, mais mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Mes mains étaient moites, ma bouche était sèche. Chaque muscle de mon corps était tendu comme une corde prête à se rompre. Nina a raccroché. Elle s'est approchée de moi encore une fois. J'ai senti son regard sur mon visage. Elle vérifiait. Elle s'assurait que j'étais bien inconsciente. Puis elle a fait quelque chose qui m'a brisé. Elle a posé sa main sur mon front, doucement, comme elle le faisait enfant, quand c'était moi qui avais de la fièvre, comme si elle vérifiait ma température, comme si elle prenait soin de moi, et elle a murmuré, si bas que j'ai à peine entendu, « Pardon, maman ». Puis elle a retiré sa main, elle a quitté le salon. J'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir et se refermer doucement. Elle était sortie. J'ai attendu encore quelques secondes. Puis j'ai ouvert les yeux. Le salon était vide, silencieux. Seul le bruit de la pluie remplissait l'espace. Je me suis levée, les jambes tremblantes, et je me suis approchée de la fenêtre. Nina était dehors, sous la pluie, près du portail. Elle parlait à quelqu'un, un homme, grand, large d'épaules, vêtu d'un blouson sombre. Je ne voyais pas son visage, mais je voyais ses gestes, brusques, impatients. Ils discutaient. Nina secouait la tête. L'homme la prenait par le bras. Elle se dégageait.
Puis elle hochait la tête, comme si elle acceptait quelque chose qu'elle ne voulait pas accepter. Ils sont restés là plusieurs minutes, sous la pluie battante. Puis l'homme est remonté dans une voiture garée un peu plus loin. Une voiture sombre que je n'avais jamais vue. Nina est revenue vers la maison. Je suis retournée en vitesse dans mon fauteuil. J'ai repris ma position, les yeux fermés, la respiration lente. Nina est rentrée. Elle était trempée. Je l'entendais s'ébrouer dans l'entrée. Retirer sa veste, l'accrocher au porte-manteau. Puis elle est montée à l'étage, dans la salle de bain. J'ai entendu l'eau couler. Elle prenait une douche. J'en ai profité pour bouger un peu. J'avais des crampes partout. Mes épaules étaient nouées. Mon cou me faisait mal. Mais je ne pouvais pas me lever. Pas vraiment. Pas maintenant. Parce que je savais qu'elle allait redescendre. Et je voulais savoir ce qu'elle avait prévu ensuite. L'eau s'est arrêtée au bout de 10 minutes. Nina est redescendue. Elle portait un peignoir. Ses cheveux mouillés tombaient sur ses épaules. Elle sentait le savon. Mon savon. Celui à la verveine que j'achète depuis des années à la pharmacie du coin. Elle s'est assise sur le canapé, face à moi, et elle m'a regardé longuement. J'ai fait semblant de dormir profondément. La bouche légèrement ouverte, la tête tombée sur le côté. Une vieille femme droguée qui ne se réveillera pas avant plusieurs heures. Nina a soupiré, un long soupir épuisé. Puis elle a sorti son téléphone. Elle a composé le même numéro. Encore. L'homme a décroché immédiatement. C'est moi. Oui. Elle dort toujours. Non, je t'assure. Elle ne se réveillera pas avant demain matin. J'ai mis une dose suffisante. Un silence. L'homme parlait. Nina écoutait. Je sais ce qu'on a dit. Mais j'ai besoin de temps. C'est ma mère. Je ne peux pas juste, comme ça. L'homme a haussé le ton. Je l'entendais crier à travers le téléphone. Nina s'est raidie. Ne me parle pas sur ce ton. Je fais ce que je peux. Tu crois que c'est facile pour moi? L'homme a continué à parler. Longtemps. Nina l'écoutait en silence. Son visage s'est fermé, durci. Puis elle a dit, d'une voix blanche, « D'accord, on le fera demain soir. Mais je veux que tu me promettes qu'après, c'est fini. Qu'on disparaît. Qu'on recommence ailleurs. » Elle a raccroché, puis elle a posé son téléphone sur la table basse, juste à côté de la tasse en porcelaine. La tasse que je n'avais pas bu. Et elle a éclaté en sanglots. Des sanglots violents, incontrôlables. Elle se tenait le visage entre les mains. Ses épaules tremblaient. Elle pleurait comme pleurent les enfants, sans retenue, sans dignité. Et moi, dans mon fauteuil, je serrais les accoudoirs de toutes mes forces pour ne pas me lever, pour ne pas la prendre dans mes bras, pour ne pas lui dire « Ma chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Dis-moi tout, on va trouver une solution. » Mais je ne pouvais pas, parce que je ne savais pas encore ce qu'elle avait prévu, parce que demain soir, quelque chose devait se passer, quelque chose qu'elle ne voulait pas faire, mais qu'elle ferait quand même. Nina a fini par se calmer. Elle s'est essuyé les yeux, elle s'est levée, elle s'est approchée de moi une dernière fois. Elle a posé une couverture sur mes jambes, doucement, tendrement. Puis elle a éteint la lampe du guéridon. Le salon est devenu presque noir. Seule la lueur des réverbères de la rue filtrait à travers les rideaux. Nina est montée se coucher. J'ai attendu longtemps, 1 heure, peut-être 2, je ne sais plus. Le temps n'avait plus de sens. Puis, quand j'ai été sûre qu'elle dormait, je me suis levée. J'ai marché jusqu'à la cuisine. J'ai allumé la petite lampe au-dessus de l'évier, celle qui ne se voit pas depuis l'étage, et j'ai cherché. Le flacon de somnifère, il devait être quelque part. Je l'ai trouvé dans la poubelle, sous des épluchures de légumes, un petit flacon blanc, avec une étiquette de pharmacie, au nom de Nina, prescrit il y a 2 mois par un médecin que je ne connaissais pas. J'ai regardé la posologie, 2 cachets par jour maximum. Nina m'en avait donné combien? 4, 6, assez pour m'endormir profondément pendant des heures, mais pas assez pour me tuer. J'ai posé le flacon sur le plan de travail. J'ai réfléchi. J'ai essayé de reconstituer le puzzle. Nina était ruinée. Elle avait des dettes, énormes, sans doute. Elle avait besoin d'argent. Vite. Alors elle était venue ici. Elle m'avait droguée. Elle avait volé mes documents, mes relevés bancaires, mon testament. Mais pourquoi? Pour voler de l'argent? Je lui en aurais donné. Elle le savait. J'avais toujours tout donné. Non. Il y avait autre chose. On le fera demain soir. Qu'est-ce qu'il ferait demain soir? J'ai senti un frisson glacé parcourir mon dos. Et si Nina ne voulait pas seulement me voler? Et si elle voulait que je disparaisse? Non, c'était impossible. Nina n'était pas une meurtrière. Nina était ma fille, mon sang, ma chair. Mais les mots de l'homme au téléphone résonnaient encore dans ma tête. Si on ne paie pas, on perd tout. Et Nina avait répondu, « D'accord, on le fera demain soir. » J'ai posé mes mains sur le plan de travail, j'ai fermé les yeux, j'ai respiré profondément, et j'ai pris une décision. Je ne dormirai pas cette nuit. Je resterai éveillé. J'écouterai. J'observerai. Et demain, quand Nina se réveillerait, je ferai semblant que tout allait bien.
Je jouerais mon rôle de vieille femme inconsciente de tout, parce que je voulais savoir, parce que je devais savoir, jusqu'où ma fille était tombée. Je suis remontée dans ma chambre, j'ai fermé la porte sans faire de bruit. Je me suis allongée sur mon lit, tout habillée, dans le noir, et j'ai attendu le lever du jour. Les heures ont passé lentement, interminablement. J'écoutais les bruits de la maison, les craquements du parquet, le vent contre les volets, la pluie qui ne cessait pas. Et je pensais à Nina enfant, à ses rires, à ses larmes, à ses rêves. Je pensais à Henri, à ce qu'il aurait dit, à ce qu'il aurait fait. Je pensais à cette maison, à toutes ces années passées ici, à tous ces souvenirs qui maintenant prenaient un goût amer. Et je pensais à demain soir, à ce qui allait se passer, à ce que j'allais découvrir. Le jour s'est levé vers 7 heures. Une lumière grise et triste a filtré à travers les rideaux. La pluie avait cessé. Le ciel était bas, lourd. J'ai entendu Nina se lever, ouvrir sa porte, descendre à la cuisine. Je suis restée dans mon lit encore quelques minutes. Puis je me suis levée. Je me suis regardée dans le miroir de ma coiffeuse. J'avais vieilli de 10 ans en une nuit. Mon visage était gris, creusé. Mes yeux étaient cernés, mes cheveux en désordre. Mais j'ai souri, un sourire froid, déterminé, parce que j'allais jouer le jeu. Jusqu'au bout. Je suis descendue. Nina était dans la cuisine. Elle préparait du café. Elle m'a entendu arriver. Elle s'est retournée. « Maman, tu es déjà levée ?» J'ai hoché la tête. J'ai pris une voix fatiguée, lente. « Oui, ma chérie. J'ai dormi comme une masse. Je ne me souviens même pas d'être montée me coucher hier soir. » Nina a eu un sourire soulagé. « Tu étais épuisée. Tu t'es endormie dans ton fauteuil. Je t'ai mise au lit. » Elle mentait, avec une facilité déconcertante. J'ai souri à mon tour. « Merci, ma chérie. Tu es gentille. » Je me suis assise à la table de la cuisine. Nina m'a servi un café, comme elle le faisait autrefois, avec du lait, un sucre, et pendant que je buvais, elle me regardait, comme si elle vérifiait quelque chose, comme si elle s'assurait que j'avais bien tout oublié. Nous avons pris notre petit déjeuner en silence, puis Nina a dit qu'elle devait sortir, faire des courses, voir quelqu'un. Je lui ai dit que ce n'était pas grave, que j'allais me reposer, lire un peu, regarder la télévision. Elle est partie vers 10 heures, et moi, je suis restée seule dans cette grande maison silencieuse, seule avec mes pensées, seule avec ma peur, seule avec cette question qui me hantait, qu'allait faire ma fille demain soir. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez, dans quelle ville, dans quel pays, si vous êtes seule comme je l'étais ce matin-là. Si vous avez déjà eu peur de quelqu'un que vous aimez, écrivez le nom de votre ville en commentaire. J'aimerais savoir où mes mots voyagent. La journée a passé lentement. Nina est rentrée vers 15 heures. Elle était nerveuse, agitée. Elle passait des coups de fil, montait, descendait, tournait en rond. Le soir est arrivé, et avec lui, la certitude que quelque chose allait se passer, quelque chose de terrible. Ce jour-là, j'ai joué la comédie de ma vie. J'ai joué la vieille femme fatiguée qui ne se doute de rien, la mère aimante qui fait confiance, la veuve fragile qui a besoin de sa fille. Le matin, j'ai préparé le déjeuner, une omelette aux fines herbes, du pain frais que j'avais acheté la veille, une salade verte. Nina a mangé du bout des lèvres. Elle regardait son téléphone toutes les 2 minutes. Elle sursautait au moindre bruit. Je lui ai demandé si tout allait bien. Elle a souri. Un sourire tendu, faux. Oui, maman, tout va bien. Je suis juste fatiguée. J'ai hoché la tête. J'ai posé ma main sur la sienne. Tu travailles trop, ma chérie. Tu devrais te reposer. Elle a retiré sa main doucement, comme si mon contact la brûlait. Oui, tu as raison. Après le déjeuner, elle est montée dans sa chambre. Je l'ai entendue parler au téléphone, longtemps, à voix basse. Puis, elle est redescendue. Elle portait un jean et un pull sombre. Elle avait attaché ses cheveux. Elle ressemblait à quelqu'un qui se prépare à faire quelque chose de difficile. « Maman, je dois sortir cet après-midi. Je reviens vers 18 heures. Pas de problème, ma chérie. Fais attention sur la route. » Elle a hésité un instant. Puis, elle s'est approchée de moi. Elle m'a embrassée sur le front, comme elle le faisait enfant avant de partir à l'école. Et j'ai senti quelque chose dans ce baiser, quelque chose qui ressemblait à un adieu. Elle est partie. J'ai attendu que la porte se referme, que ses pas s'éloignent dans la rue, que le silence revienne, puis je me suis effondrée sur le canapé. J'ai pleuré. Pour la première fois depuis le début de cette histoire, j'ai pleuré. Des larmes chaudes, brûlantes, qui coulaient sur mes joues sans que je puisse les arrêter. Des larmes de mère, de femme trahie, de vieille dame qui comprend qu'elle a tout perdu sans avoir rien fait. J'ai pleuré pour Nina, pour la petite fille qu'elle avait été, pour la femme qu'elle aurait dû devenir, pour celle qu'elle était devenue. J'ai pleuré pour Henri, pour son absence, pour son silence, pour tout ce qu'il aurait su dire et que moi, je ne savais pas. J'ai pleuré pour moi,
pour cette maison qui n'était plus un refuge, pour cette vie qui s'écroulait, pour ces 70 années qui ne servaient plus à rien si même ma propre fille voulait ma mort, parce que j'en étais sûre maintenant. Ce n'était pas seulement de l'argent, ce n'était pas seulement un vol, c'était quelque chose de plus grave, quelque chose d'irréparable. J'ai fini par me calmer, je me suis essuyé les yeux, je me suis levée, j'ai fait du thé, du vrai thé, que j'ai bu moi-même, lentement, en regardant la pluie recommencer à tomber dehors, et j'ai réfléchi. Si Nina voulait vraiment me tuer, pourquoi ne l'avait-elle pas fait hier soir? Pourquoi m'avait-elle seulement endormie? Pourquoi avait-elle dit « on le fera demain soir » ? Parce qu'il fallait que ça ressemble à un accident. Les mots se sont imposés à moi avec une clarté terrible. Un accident. Une vieille femme de 70 ans qui tombe dans l'escalier, qui glisse dans la baignoire, qui fait un malaise, qui s'étouffe en mangeant. Personne ne poserait de questions. Personne ne soupçonnerait rien. Et Nina hériterait de tout. De cette maison, de mes comptes en banque, de mes placements, de tout ce qu'Henri et moi avions construit pendant 44 ans. J'ai posé ma tasse. Mes mains tremblaient. La tasse en porcelaine de ma mère, celle que Nina avait empoisonnée la veille, celle que je n'avais pas bu. Je l'ai regardée longuement, comme si elle pouvait me donner une réponse. Ma mère me disait toujours « Violette, dans cette maison, on boit toujours dans de la beauté, même les chagrins. Mais certains chagrins sont trop grands pour tenir dans une tasse, même en porcelaine de Limoges. » L'après-midi a passé dans une lenteur insupportable. J'ai essayé de lire. Impossible. Les mots dansaient devant mes yeux. J'ai essayé de regarder la télévision. Impossible. Les images me semblaient irréelles. Alors j'ai fait ce que je faisais toujours quand j'avais besoin de réfléchir. Je suis montée au grenier. Le grenier de cette maison est un endroit que j'aime. Un endroit où le temps s'est arrêté, où tous nos souvenirs sont rangés dans des cartons, des malles, des valises, les vêtements de Nina enfant, ses jouets, ses cahiers d'école, les photos de nos vacances, les lettres qu'Henri m'écrivait quand il partait en voyage d'affaires. Toute une vie empilée sous la poussière. Je me suis assise sur une vieille chaise en bois. J'ai ouvert un carton au hasard. Des photos. Des dizaines de photos. Nina à 2 ans, Nina à 5 ans, Nina à 10 ans, toujours en train de sourire, toujours heureuse. Quand est-ce que tout avait basculé? Quand est-ce qu'elle avait cessé d'être cette petite fille lumineuse pour devenir cette femme désespérée, capable d'empoisonner sa mère? J'ai fouillé dans d'autres cartons, et j'ai trouvé quelque chose que j'avais oublié. Un cahier. Un petit cahier à la couverture rouge. Le journal intime de Nina. Elle avait 14 ans quand elle l'avait commencé. Je ne l'avais jamais lu. C'était son intimité, son jardin secret. Mais ce jour-là, j'ai ouvert ce cahier, et j'ai lu. Les premières pages étaient innocentes, des histoires d'école, d'amis, de premiers amours, des rêves d'adolescente. Nina voulait voyager, écrire, devenir quelqu'un d'important. Puis, vers le milieu du cahier, le ton changeait. Aujourd'hui, papa m'a encore dit que je devais mieux travailler, que je devais être première de la classe, que je ne devais pas le décevoir. Maman a dit la même chose. Je suis fatiguée d'essayer d'être parfaite. Plus loin, j'ai eu 16 sur 20 en maths. Papa a dit que ce n'était pas assez, qu'il fallait que j'aie 18, que les gens comme nous devaient être excellents. Je ne suis pas excellente, je suis juste moi. Et encore, je crois que je ne serai jamais à la hauteur, jamais assez bien, jamais assez intelligente, jamais assez forte. Peut-être qu'ils auraient leur préféré avoir un autre enfant. J'ai refermé le cahier. Mes mains tremblaient. Henri et moi, nous avions été trop exigeants. Nous avions voulu qu'elle réussisse, qu'elle ait une belle vie, qu'elle ne manque de rien. Mais nous avions peut-être trop demandé? Non, non. Ce n'était pas une excuse. Des milliers d'enfants grandissent avec des parents exigeants. Ils ne deviennent pas des criminels pour autant. J'ai rangé le cahier. J'ai refermé les cartons. Et je suis redescendue. Il était 17h30. Nina allait bientôt rentrer. Je me suis préparée. J'ai mis une robe d'intérieur confortable. J'ai brossé mes cheveux. J'ai mis un peu de rouge à lèvres, pour avoir l'air normal, pour avoir l'air d'une mère qui attend sa fille pour le dîner. Nina est rentrée à 18h précise. Elle portait un sac, un grand sac de sport noir. Elle l'a posé dans l'entrée, rapidement, comme si elle ne voulait pas que je le voie. « Bonsoir, maman. Bonsoir, ma chérie. Tu as passé un bon après-midi? »« Oui, oui, très bien. » Elle mentait. Je voyais la tension dans ses épaules, la pâleur de son visage, les cernes sous ses yeux. « Tu veux que je prépare le dîner? »« Non, maman, pas ce soir. Je n'ai pas très faim. Je vais juste prendre une douche et me coucher tôt. Tu es sûre? Tu as l'air fatiguée. » Elle a souri, ce sourire qui ne montait pas jusqu'aux yeux. « Oui, je suis juste un peu stressée. » Elle laisse monter. Je l'ai entendue dans la salle de bain. L'eau qui coulait, puis le silence. J'ai attendu. 20h, 21h, 22h. Nina ne redescendait pas.
J'ai mangé seule dans la cuisine. Une soupe, un morceau de fromage. Je n'avais pas faim non plus. Mais il fallait que je garde des forces pour ce qui allait venir. À 22h30, je suis montée me coucher. J'ai laissé la porte de ma chambre entr'ouverte, pour entendre, pour savoir. Je me suis allongée sur mon lit, tout habillée, comme la nuit précédente, et j'ai attendu. Minuit, 1h, 2h, rien. Puis, vers 3h du matin, j'ai entendu quelque chose. Une porte qui s'ouvre, des pas dans le couloir, puis dans l'escalier. Nina descendait. Je me suis levée sans faire de bruit. J'ai entrouvert ma porte un peu plus. J'ai regardé. Nina était en bas, dans l'entrée. Elle ouvrait le grand sac noir qu'elle avait ramené. Elle en sortait quelque chose. Des outils, une perceuse, des vis, je ne comprenais pas. Puis j'ai vu, elle était en train de dévisser la rampe de l'escalier. Mon sang s'est glacé. La rampe, celle qui longe les marches, celle à laquelle on se tient pour ne pas tomber. Elle était en train de la saboter, pour que je tombe, pour que ça ressemble à un accident. Une vieille femme qui se lève la nuit, qui descend l'escalier, qui s'appuie sur la rampe, et qui tombe, qui se brise le crâne, qui meurt. Un accident tragique, mais banal. J'ai porté ma main à ma bouche pour ne pas crier. Nina travaillait vite, méthodiquement. Elle dévissait les fixations une à une, juste assez pour que la rampe tienne encore, mais pas assez pour supporter le poids d'une personne. C'était monstrueux, c'était froid, c'était calculé. Ma fille était en train de préparer ma mort avec la précision d'une ingénieure. Quand elle a eu fini, elle a rangé les outils dans le sac. Elle a vérifié son travail. Elle a appuyé légèrement sur la rampe. Celle-ci tenait, mais je voyais bien qu'elle était fragile, instable. Puis Nina est remontée. Elle a croisé le palier sans me voir. Elle est retournée dans sa chambre. Elle a refermé la porte. Je suis restée debout dans ma chambre, paralysée, incapable de bouger, incapable de penser. Ma fille, mon unique enfant, venait de transformer ma maison en piège mortel. Combien de temps suis-je restée là? Je ne sais pas. 1 heure, peut-être 2. Puis j'ai entendu autre chose. Un téléphone qui vibre. Dans la chambre de Nina, puis sa voix, basse, chuchotée. Je me suis approchée de sa porte, tout doucement. J'ai collé mon oreille contre le bois. Oui, c'est fait. Tout est prêt. Non, elle ne se doute de rien. Demain matin, quand elle descendra prendre son petit déjeuner, oui, je sais ce qu'il faut faire après. Appeler les pompiers, pleurer. Jouer la fille dévastée. Oui, tu as raison. Dans 3 semaines, je toucherai l'héritage, et on pourra payer tout ce qu'on doit. Non, je ne changerai pas d'avis. C'est trop tard maintenant. Elle a raccroché. Puis j'ai entendu quelque chose qui m'a déchiré plus que tout le reste. Des sanglots. Nina pleurait, encore, comme la veille, comme une enfant perdue qui ne sait plus où elle va. Et j'ai compris quelque chose de terrible. Nina ne me tuait pas par méchanceté. Elle me tuait par lâcheté. Parce qu'elle n'avait pas le courage d'affronter ses échecs, ses dettes, sa vie ratée. Parce qu'il était plus facile de tuer sa mère que de lui demander de l'aide. Je suis retournée dans ma chambre. Je me suis assise sur mon lit. Et j'ai regardé l'aube se lever par la fenêtre, une aube grise, froide, triste, la dernière aube que j'étais censée voir, mais je n'allais pas mourir, parce que j'avais entendu le plan, parce que je savais tout. Et parce qu'une mère, même face à l'impensable, garde toujours le droit de se battre. Le jour s'est levé lentement, comme si le soleil lui-même hésitait à éclairer ce qui allait se passer. J'étais toujours assise sur mon lit. Je n'avais pas dormi, pas fermé les yeux une seule seconde. Mon corps était épuisé, mais mon esprit était en alerte. Étrangement clair, étrangement calme. J'avais passé la nuit à réfléchir, à peser, à mesurer, à comprendre. Ma fille voulait me tuer. Ces mots tournaient dans ma tête comme une comptine macabre. Ma fille, mon sang, mon enfant, voulait me tuer pour de l'argent, pour payer des dettes que je ne connaissais même pas, pour sauver une vie qu'elle avait elle-même détruite. Et moi, qu'est-ce que j'allais faire? Appeler la police? Dénoncer ma propre fille? La faire arrêter? La voir condamnée, la perdre pour toujours, ou bien faire semblant de ne rien savoir, jouer son jeu jusqu'au bout, descendre cet escalier piégé et laisser le destin décider? Non, ni l'un ni l'autre, parce qu'il existait une troisième voie, une voie que seule une mère pouvait emprunter, une voie qui me déchirerait, mais qui sauverait peut-être encore Nina, pas de la justice, de quelque chose de pire, d'elle-même. Je me suis levée vers 7 heures, j'ai pris une douche, longue, chaude, comme si l'eau pouvait laver ce que j'avais découvert. Bien sûr, ça ne lavait rien, mais ça m'a donné du courage. Je me suis habillée, un pantalon gris, un chemisier blanc, un gilet en cachemire, mes vêtements du dimanche, ceux que je portais quand Henri m'emmenait au restaurant. Je me suis maquillée, légèrement, du rouge à lèvres, un peu de poudre, pour avoir l'air normal, pour avoir l'air vivante. Puis je suis descendue,
par l'escalier de service, celui qui mène directement à la cuisine, celui qui n'a pas de rampe, celui que Nina n'avait pas piégé, parce qu'elle ne s'attendait pas à ce que je l'emprunte, parce qu'elle pensait que j'allais prendre l'escalier principal, comme je le fais toujours, comme je l'ai fait pendant 40 ans. Mais ce matin-là, j'ai changé mes habitudes. Ce matin-là, j'ai déjoué le plan de ma fille sans qu'elle le sache. Je suis arrivé dans la cuisine. J'ai préparé du café, du pain grillé, de la confiture d'abricot, celle que Nina aimait enfant, celle qu'elle réclamait tous les matins en disant « Maman, encore s'il te plaît ». J'ai mis la table, 2 couverts, 2 tasses, 2 assiettes, comme si c'était un matin normal, comme si rien ne s'était passé. Puis, j'ai attendu. Nina est descendue vers 8 heures, par l'escalier principal. J'ai entendu ses pas, lents, prudents. J'ai entendu un craquement. Puis un autre, la rampe qui bougeait sous sa main. Elle vérifiait. Elle s'assurait que le piège fonctionnait. Puis, elle est entrée dans la cuisine. Elle était pâle, les traits tirés, les yeux rouges. Elle avait pleuré toute la nuit, ça se voyait. Quand elle m'a vue, assise à table, en train de boire mon café, elle s'est figée. Elle a écarquillé les yeux, comme si elle voyait un fantôme. « Maman ?» J'ai souri. Un sourire doux, maternel. « Bonjour ma chérie. Tu as bien dormi ?» Elle ne répondait pas. Elle me regardait, incrédule, perdue. « Tu es descendue ?»« Oui, par l'escalier de service. J'avais envie de café et je ne voulais pas faire de bruit en passant devant ta chambre. Assieds-toi. J'ai préparé ton petit déjeuner. » Nina est restée debout, immobile. Son visage était devenu blanc comme un linge. « L'escalier de service ? Oui, tu sais, celui qui descend directement à la cuisine. Je ne l'avais pas pris depuis des années. Mais ce matin, j'ai eu envie de changer mes habitudes. J'ai vu quelque chose passer dans ses yeux. De la panique, de la confusion, du soulagement aussi, peut-être, ou de la déception. Je ne savais pas. Elle s'est finalement assise, les gestes raides, mécaniques. Je lui ai servi du café. J'ai poussé la confiture vers elle. « Tiens, celle que tu aimais quand tu étais petite. » Nina a regardé le pot comme si c'était du poison. Nous avons mangé en silence, un silence lourd, épais, étouffant. Je la regardais, elle évitait mon regard, et je me suis demandé ce qu'elle pensait, si elle se disait que le plan avait échoué, qu'elle devrait recommencer, trouver une autre manière, ou bien si elle se disait que c'était un signe, que peut-être elle ne devait pas le faire. Après le petit déjeuner, Nina a dit qu'elle devait sortir, encore, voir quelqu'un, régler quelque chose. Je lui ai dit d'accord, de faire attention, d'être prudente. Elle m'a regardé bizarrement, comme si elle cherchait à comprendre, comme si elle se demandait si je savais. Puis elle est partie. Et moi, je suis restée seule avec ma décision. Parce que maintenant, je savais ce que j'allais faire. J'ai passé la matinée à préparer, à tout mettre en ordre, pas pour mourir, pour vivre, mais différemment. J'ai appelé mon notaire, Maître Blanchard, un homme discret que Henri et moi connaissions depuis 30 ans. « Bonjour maître, c'est Violette Charlier. J'aurais besoin de vous voir aujourd'hui. C'est urgent. »« Madame Charlier ? Bien sûr. 14 heures, cela vous convient ? » ?»« Parfaitement. » J'ai raccroché. Puis j'ai cherché d'autres numéros. J'ai pris des notes. J'ai fait des listes. Parce que j'avais un plan moi aussi. Un plan qui sauverait Nina malgré elle. À 14 heures, je suis allé chez le notaire. Son étude se trouve rue de la Pompe, à 10 minutes à pied de la maison. J'ai marché lentement, en observant les rues, les arbres, les façades, comme si c'était la dernière fois. Maître Blanchard m'a reçu dans son bureau. Un bureau sombre, lambrissé, avec des livres partout et une odeur de vieux papier. « Madame Charlier, que puis-je pour vous ?» Je me suis assise. J'ai posé mon sac sur mes genoux. J'ai respiré profondément. « Je voudrais modifier mon testament. » Il a hoché la tête. Il a sorti un dossier. Mon dossier. « Très bien. Que souhaitez-vous changer ? » « Je veux déshériter ma fille. » Le silence qui a suivi était assourdissant. Maître Blanchard me regardait par-dessus ses lunettes, stupéfait. « Vous voulez déshériter Nina ? Mais, puis-je vous demander pourquoi ? » « Non, c'est personnel. Mais je veux que ce soit fait. Aujourd'hui. Tout de suite. » Il a hésité. Puis il a ouvert le dossier. Il a commencé à écrire. « Madame Charlier, je dois vous informer qu'en France, on ne peut pas totalement déshériter ses enfants. La réserve héréditaire, je sais. Je veux lui laisser le minimum légal. Le reste ira à des œuvres caritatives. Vous choisirez. Des associations pour les femmes en difficulté, pour les personnes âgées, ce que vous voudrez. » Il a continué à écrire. Ses mains tremblaient légèrement. « C'est une décision grave, Madame Charlier. Je sais. Êtes-vous certaine ? » Absolument certaine. Nous avons passé 1 heure à tout rédiger, à tout formaliser. J'ai signé les documents. Maître Blanchard les a tamponnés, enregistrés. C'était fait. Nina ne toucherait presque rien. Même si je mourais demain, même si elle réussissait son plan, elle ne toucherait que la réserve légale. À peine de quoi vivre 6 mois.
certainement pas assez pour payer ses dettes. En sortant de l'étude, je me suis sentie à la fois soulagée et déchirée. Soulagée parce que j'avais protégé ce qu'Henri et moi avions construit, parce que notre argent n'irait pas dans les mains de quelqu'un qui voulait ma mort. Déchirée parce que j'avais rayé ma fille de mon héritage, parce que j'avais officialisé la rupture, parce que c'était fini. Mais ce n'était pas terminé, parce qu'il restait une chose à faire, une chose que seule une mère pouvait faire. Je suis rentrée à la maison vers 16 heures. Nina n'était pas là, bien sûr. Elle devait être avec cet homme, celui qui la poussait, celui qui avait besoin d'argent, celui qui lui avait mis cette idée monstrueuse dans la tête. Je suis montée dans ma chambre. J'ai ouvert mon coffre, celui où je garde mes bijoux, mes papiers importants, mes souvenirs précieux. J'ai sorti une enveloppe, une grande enveloppe Kraft, et j'ai commencé à écrire une lettre, la lettre la plus difficile de ma vie. Ma chérie, si tu lis cette lettre, c'est que je suis morte, peut-être de vieillesse, peut-être d'accident, peut-être autrement. Je veux que tu saches que je t'ai toujours aimé, depuis le jour où tu es né, depuis la première fois où je t'ai tenu dans mes bras, depuis ton premier sourire, ton premier mot, ton premier pas. Je t'ai aimé dans tes joies et dans tes peines, dans tes réussites et dans tes échecs. Je t'ai aimé même quand tu t'éloignais, même quand tu disparaissais, même quand tu revenais brisé. Mais il y a des choses qu'une mère ne peut pas accepter, même par amour. Je sais ce que tu as fait, je sais ce que tu as prévu, je sais tout. J'ai vu le somnifère dans mon thé, j'ai entendu tes conversations, j'ai vu la rampe sabotée. J'aurais pu appeler la police, j'aurais pu te dénoncer, j'aurais pu te faire arrêter, mais je ne l'ai pas fait, parce que tu es ma fille, parce que je t'aime, parce qu'une mère ne peut pas envoyer son enfant en prison, mais je ne pouvais pas non plus te laisser faire. Alors j'ai changé mon testament. Tu ne toucheras presque rien de mon héritage, juste le minimum légal. Le reste ira à des associations, à des gens qui en ont vraiment besoin. Je sais que tu es en difficulté, je sais que tu as des dettes, je sais que tu es désespéré. Mais tuer sa mère n'est pas une solution, c'est une condamnation, pas celle de la justice, celle de ta propre conscience. Tu aurais pu me demander de l'aide, j'aurais tout donné, comme je l'ai toujours fait. Mais tu as choisi la violence, tu as choisi la trahison, tu as choisi le mensonge. Et maintenant, tu vas devoir vivre avec ça. Je ne sais pas si tu seras soulagé de ma mort ou si tu la regretteras. Je ne sais pas si tu pleureras ou si tu te diras que c'était nécessaire. Mais je veux que tu saches une chose. Même dans la mort, je t'aime. Même trahi, je t'aime. Même brisé, je t'aime. Parce que c'est ça, être mère. Aimer même l'impardonnable. Mais aimer ne veut pas dire tout accepter. Aimer ne veut pas dire tout excuser. Aimer ne veut pas dire se laisser détruire. Alors je t'aime, mais je ne te pardonne pas. Et j'espère qu'un jour, quand tu seras vieille comme je le suis aujourd'hui, tu comprendras ce que j'ai ressenti. Adieu, ma chérie. Adieu, ma fille. Adieu, mon enfant perdu. Maman. J'ai plié la lettre, je l'ai glissée dans l'enveloppe. J'ai écrit dessus, pour Nina, à ouvrir après mon décès. Et je l'ai rangée dans le coffre. Puis, je me suis allongée sur mon lit, et j'ai pleuré. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'ai pleuré pour Nina, pour moi, pour Henri, pour cette famille qui n'existait plus, pour cette maison qui était devenue un tombeau. J'ai pleuré jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de larmes, jusqu'à ce que je sois vide, creuse, comme une coquille. Puis je me suis relevée, je me suis lavé le visage, je me suis recoiffée, j'ai remis du rouge à lèvres, et je suis descendue, par l'escalier de service, encore, parce que je n'allais pas mourir aujourd'hui, ni demain, ni par la main de ma fille. J'allais vivre, encore, longtemps, pour voir ce que Nina allait devenir, pour voir si elle allait continuer, pour voir si elle allait renoncer, pour voir si, quelque part en elle, il restait encore quelque chose de la petite fille que j'avais aimée. Nina est rentrée vers 20 heures. Elle avait l'air épuisée, hagarde. Elle m'a à peine saluée. Elle est montée directement dans sa chambre. Je l'ai entendue parler au téléphone, encore, longtemps, d'une voix nerveuse, cassée, puis le silence. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi non plus. J'ai veillé, les yeux grands ouverts, l'oreille aux aguets, pour savoir ce qu'elle allait faire, pour savoir si elle allait recommencer, pour savoir si ma fille était vraiment perdue, ou si, quelque part au fond d'elle, il restait encore une étincelle d'humanité. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec une certitude. Je ne pouvais plus attendre, je ne pouvais plus observer, plus espionner, plus faire semblant. Il fallait que je lui parle, que je la confronte, que je lui dise que je savais, pas pour la punir, pas pour la faire souffrir, mais pour lui donner une dernière chance, une dernière possibilité de reculer, de choisir autre chose, parce que tant qu'elle n'était pas passée à l'acte, il restait encore de l'espoir. Tant qu'elle n'avait pas vraiment essayé de me tuer, elle pouvait encore être sauvée. Je me suis levée tôt,
Avant l'aube, j'ai préparé du café, fort, noir, j'en ai bu 3 tasses, pour me donner du courage, pour tenir debout, pour ne pas trembler. Puis, j'ai attendu que Nina descende. Elle est arrivée vers 8h30, les cheveux détachés, un vieux pull gris, le visage marqué par une nuit sans sommeil. Elle ressemblait à une ombre, à quelque chose qui n'était plus tout à fait vivant. Quand elle m'a vue assise à la table de la cuisine, elle a sursauté. « Maman, tu es déjà levée ?»« Oui, assieds-toi, Nina. Il faut qu'on parle. » Elle a pâli, elle a hésité, puis elle s'est assise, lentement, comme quelqu'un qui s'attend à recevoir un coup. J'ai posé mes mains sur la table. Je l'ai regardée droit dans les yeux. Je sais tout. Le silence qui a suivi était assourdissant. Nina me fixait, bouche ouverte, yeux écarquillés. Elle ne respirait plus. Quoi? Je sais tout, Nina. Le somnifère dans mon thé, les documents volés, la rampe dévissée, l'homme au téléphone, les dettes, le plan pour me faire tomber dans l'escalier. Je sais tout. Elle est devenue blanche comme un linge. Ses lèvres tremblaient. Elle a secoué la tête, faiblement, comme si elle pouvait encore nier. « Maman, je ne comprends pas ce que tu... » « Ne mens pas, s'il te plaît. Ne me mens plus. » Ma voix était calme, trop calme, comme si elle ne m'appartenait plus, comme si quelqu'un d'autre parlait à travers moi. Nina a baissé les yeux. Ses mains se sont crispées sur la table. « Comment tu... » Je n'ai pas bu le thé. Je t'ai vu verser quelque chose dedans. J'ai fait semblant de dormir. Et j'ai tout entendu, tout vu, tout compris. Un sanglot est monté dans sa gorge. Elle l'a retenu, de justesse. « Maman, pourquoi, Nina? Pourquoi tu n'es pas venue me voir? Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu avais des problèmes? Je t'aurais aidé, comme je l'ai toujours fait. Pourquoi tu as choisi ça ?» Les larmes ont commencé à couler sur ses joues, silencieuses, lourdes. « Parce que c'est trop, parce que je dois trop. Parce que même toi, avec tout ton argent, tu ne pourrais pas payer ce que je dois. » Combien? Elle a hésité, puis elle a murmuré un chiffre qui m'a coupé le souffle. 300 000 euros. 300 000 euros de dette. Comment une seule personne pouvait-elle devoir autant d'argent? Comment c'est possible, Nina? Comment tu as pu en arriver là? Elle a éclaté en sanglots. Des sanglots violents qui secouaient tout son corps. J'ai fait des investissements. Avec Damien. On a monté une entreprise. Une start-up. On allait devenir riche, c'était sûr. Tout le monde disait que ça allait marcher. Alors on a emprunté. Beaucoup. À des banques. À des amis. À d'autres personnes. Et ça n'a pas marché. Tout s'est effondré. La boîte a coulé. Les créanciers ont commencé à réclamer l'argent. Et on n'avait rien. Rien du tout. Damien. C'est l'homme au téléphone? Elle a hoché la tête. C'est lui qui t'a poussé à faire ça? Non. Enfin, oui. Mais c'est moi qui ai accepté. C'est moi qui ai dit oui. Il m'a juste dit qu'il n'y avait pas d'autre solution. Que si on ne payait pas dans les 10 jours, ils allaient nous tuer. Qui? Ils. Les gens à qui on doit de l'argent. Des gens dangereux. Des prêteurs. Pas des banques. Des gens qui ne pardonnent pas. Mon sang s'est glacé. Nina s'était endettée auprès de criminels, de gens qui prêtent de l'argent à des taux usuraires, de gens qui n'hésitent pas à briser des jambes, ou pire. Mon Dieu, Nina, qu'est-ce que tu as fait? Je sais que j'ai été idiote, je sais que j'aurais dû venir te voir avant, mais j'avais honte, maman, j'avais tellement honte, encore une fois, encore un échec, encore une vie ratée, je ne pouvais plus te décevoir. Alors tu as préféré me tuer? Le mot est sorti de ma bouche comme un coup de couteau. Nina a sursauté. Elle a caché son visage dans ses mains. Je ne voulais pas. Je te jure que je ne voulais pas. Mais Damien disait qu'il n'y avait pas d'autre solution. Que tu étais vieille. Que tu allais mourir bientôt de toute façon. Que c'était juste accélérer les choses. Que ça serait rapide. Que tu ne souffrirais pas. Et qu'après, on pourrait tout payer. Tout recommencer. Partir loin. Être enfin heureux. Et tu l'as cru? Elle a levé les yeux vers moi. Des yeux rouges, gonflés, pleins de douleur. Je voulais le croire, parce que je n'avais plus rien d'autre, plus d'espoir, plus d'avenir, plus rien. J'ai respiré profondément, j'ai senti mes propres larmes monter, mais je les ai retenues. Il fallait que je reste forte, il fallait que je finisse. Nina, écoute-moi bien, je vais te dire quelque chose, et tu vas bien m'écouter. Elle a hoché la tête, comme une enfant punie. Je pourrais appeler la police, maintenant, tout de suite, te dénoncer, te faire arrêter pour tentative de meurtre. Tu irais en prison, longtemps, très longtemps. Elle a pâli encore plus, si c'était possible. Mais je ne le ferai pas. Elle a relevé la tête brusquement, incrédule. Quoi? Je ne te dénoncerai pas. Parce que tu es ma fille, parce que je t'aime, même maintenant, même après tout ça. Parce que c'est ça, être mère, aimer même l'impardonnable. Les larmes coulèrent maintenant sur mes joues aussi.
Je ne pouvais plus les retenir. Mais je ne peux pas non plus te sauver, pas comme tu l'espères. Parce que j'ai changé mon testament. Tu ne toucheras presque rien de mon héritage. Juste le minimum légal. Quelques milliers d'euros. Certainement pas assez pour payer tes dettes. Nina me regardait, bouche ouverte, choquée. Tu as fait ça? Oui, hier, chez le notaire. Tout est signé, enregistré. Même si je mourais aujourd'hui, tu ne toucherais presque rien. Mais alors c'était pour rien? Tout ça, pour rien? Oui, Nina, pour rien. Elle a posé sa tête sur la table. Elle sanglotait maintenant sans retenue, comme un animal blessé. Et moi, je la regardais. Cette femme de 38 ans qui ressemblait à une petite fille perdue. Cette femme qui avait voulu me tuer. Cette femme qui était ma fille. J'ai attendu qu'elle se calme. Puis j'ai continué. Mais je vais quand même te donner l'argent. Elle a relevé la tête. Ses yeux étaient remplis d'espoir. D'un espoir fou et désespéré. Quoi? Je vais te donner les 300 000 euros pour payer tes dettes. Pour que ces gens te laissent tranquille. Pour que tu puisses recommencer. Maman, c'est vrai? Tu ferais ça? Après tout ce que j'ai fait? Oui, parce que je ne veux pas que tu meures. Parce que malgré tout, tu restes mon enfant. Parce qu'une mère ne peut pas abandonner sa fille, même quand elle devrait. Nina s'est levée. Elle a fait le tour de la table. Elle s'est jetée à genoux devant moi. Elle a pris mes mains dans les siennes. Merci, maman. Merci. Je te jure que je vais changer. Je vais tout recommencer. Je vais devenir quelqu'un de bien. Je te le promets. J'ai retiré mes mains doucement. J'ai posé une main sur sa joue, comme je le faisais quand elle était petite. Il y a une condition, Nina. Elle m'a regardée, inquiète. Laquelle? Tu dois aller à la police, te dénoncer, raconter ce que tu as voulu faire, accepter les conséquences. Le silence est retombé comme une chape de plomb. Nina a reculé, elle a secoué la tête. Non, non maman, pas ça. Je ne peux pas. J'irai en prison, ma vie sera finie. Ta vie est déjà finie, Nina, telle qu'elle est. Tu vis dans le mensonge, dans la peur, dans la honte. Tu ne peux pas continuer comme ça. Il faut que tu paies, pas avec de l'argent, avec du temps, avec de la dignité. Il faut que tu assumes ce que tu as fait. Mais je ne veux pas aller en prison. Je sais, personne ne le veut. Mais c'est le seul moyen de te racheter. Le seul moyen de devenir quelqu'un de bien. Parce que tant que tu n'auras pas payé, tu resteras prisonnière de ton crime. Même si personne ne le sait. Toi, tu le sauras. Et ça te rongera. Toute ta vie. Elle pleurait. Elle tremblait. Elle me regardait comme si j'étais un monstre. Tu ne peux pas me demander ça. Si, je peux. Parce que je suis ta mère. Et parce que je t'aime assez pour te demander l'impossible. J'ai sorti une enveloppe de ma poche. Une enveloppe que j'avais préparée ce matin. Avec un chèque à l'intérieur. Un chèque de 300 000 euros. Tout ce que j'avais sur mes comptes courants. Toute ma réserve. Je l'ai posée sur la table. Voilà l'argent. Il est à toi. À une condition. Tu vas voir ces gens. Tu les paies. Tu te libères de tes dettes. Et ensuite, tu vas au commissariat. Tu racontes tout. Tu te dénonces. Tu acceptes ce qui t'arrivera. Nina regardait l'enveloppe comme si c'était un serpent. Et si je refuse, alors tu pars. Maintenant. Tout de suite. Tu quittes cette maison. Et on ne se revoit jamais. Jamais. Tu m'entends? Tu ne touches pas un centime. Tu te débrouilles avec tes dettes, avec tes créanciers, avec ta vie. Et moi, je te rais de mon existence, comme si tu n'avais jamais existé. Ma voix était froide, dure, implacable. Nina pleurait, mais elle ne disait rien. J'ai continué. Tu as le choix, Nina. Tu peux choisir l'argent facile et la fuite, ou l'argent difficile et la rédemption. Tu peux rester une criminelle lâche, ou devenir une femme courageuse qui assume ses erreurs. C'est à toi de décider. Elle me regardait, les yeux pleins de larmes, pleins de peur, pleins de confusion. Combien de temps j'aurai? En prison? Je ne sais pas. Peut-être 2 ans, peut-être 5, peut-être moins si tu plaides coupable, si tu montres des remords, si tu expliques tout. L'avocat que je te paierai fera ce qu'il peut. Tu me paieras un avocat? Oui, le meilleur. Parce que malgré tout, tu restes ma fille. Elle a fermé les yeux. Elle a posé ses mains sur son visage. Et elle est restée comme ça pendant ce qui m'a semblé une éternité. Puis, elle a ouvert les yeux. Elle a regardé l'enveloppe. Puis moi. Et si je fais ça, si je vais en prison, tu seras là, quand je sortirai. Ma gorge s'est serrée. J'ai senti mes larmes revenir. Je ne sais pas, Nina. Je ne sais pas si je serai encore en vie. Je ne sais pas si j'aurai la force de te revoir. Je ne sais pas si je pourrai te pardonner un jour. Mais je sais une chose. Si tu fais ça, si tu assumes, si tu paies, alors tu auras une chance de te reconstruire, de redevenir quelqu'un, de redevenir ma fille. Nina a tendu la main. Elle a pris l'enveloppe, lentement, comme si elle pesait une tonne. Elle l'a ouverte. Elle a vu le chèque. Elle a éclaté en sanglots. Je suis désolée, maman. Je suis tellement désolée. Je sais, ma chérie. Je sais. Elle s'est levée. Elle a marché vers la porte.
Puis elle s'est retournée. Je vais le faire. Je vais payer les dettes. Et ensuite, j'irai au commissariat. Je te le promets. Je veux te croire, Nina. Je le ferai. Pour toi, pour papa, pour moi. Elle est partie. J'ai entendu la porte d'entrée se refermer, et je me suis effondrée sur ma chaise. J'ai pleuré. Longtemps. Violemment. Jusqu'à ce que je n'ai plus de larmes. Puis je me suis levée. Je me suis essuyé les yeux. Et j'ai commencé à monter l'escalier. L'escalier principal. Celui avec la rampe sabotée. Je l'ai monté lentement, sans m'appuyer, sans toucher la rampe. Et je suis allée dans la chambre de Nina. J'ai regardé autour de moi. Ses vêtements, ses livres, ses souvenirs. Toute une vie étalée dans cette pièce. Une vie que je ne reconnaissais plus. J'ai ouvert sa table de nuit. J'ai trouvé des lettres, des factures, des documents, tout ce qu'elle m'avait caché pendant des années. Les preuves de ses mensonges, de ses échecs, de sa descente aux enfers. Je les ai lus, une à une, pour comprendre, pour savoir. Et j'ai compris. Nina n'était pas devenue mauvaise du jour au lendemain. Elle était tombée, lentement, progressivement. Échec après échec, mensonge après mensonge, jusqu'à ce gouffre où elle avait fini par se noyer. Et moi, je n'avais rien vu. Ou plutôt, j'avais refusé de voir, parce que c'était plus facile, plus confortable, plus rassurant. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix, en lui donnant cet argent, en lui laissant une chance, en lui demandant de se dénoncer. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? Les jours qui ont suivi ont été les plus longs de ma vie. Nina n'est pas revenue à la maison. Elle m'a envoyé un message, court, sec. J'ai payé les dettes. Je vais au commissariat demain. Je t'aime, maman. Pardon. J'ai pleuré en lisant ce message. Des larmes amères, des larmes de mère qui perd sa fille en essayant de la sauver. Le lendemain, la police m'a appelé. Une voix professionnelle, froide, efficace. Madame Charlier, votre fille s'est présentée ce matin au commissariat. Elle a avoué une tentative de... Elle a avoué des faits graves vous concernant. Nous allons avoir besoin de votre témoignage. Je viendrai. Savez-vous où elle se trouve actuellement? Elle est en garde à vue, je suppose. Oui, elle sera présentée à un juge demain. Souhaitez-vous être présente? Non, je ne veux pas la voir. Un silence. Je comprends, madame. Nous vous tiendrons informés. J'ai raccroché, et je me suis assise dans mon fauteuil. Le même fauteuil où j'avais fait semblant de dormir quelques jours plus tôt. La tasse en porcelaine était toujours là, sur la table basse, intacte, témoin silencieux de tout ce qui s'était passé. Je l'ai prise dans mes mains, je l'ai regardée longuement. Ma mère avait raison. Dans cette maison, on buvait toujours dans de la beauté, même les chagrins, surtout les chagrins. Les semaines qui ont suivi ont été étranges, vides et pleines à la fois, vides de présence, vides de bruit, vides de vie, pleines de silence, pleines de pensées, pleines de souvenirs qui remontaient sans que je puisse les arrêter. Je vivais seule dans cette grande maison, vraiment seule, pour la première fois depuis la mort d'Henri. Mais cette fois, c'était différent. Henri était mort de vieillesse, de maladie, de temps qui passe. Nina, elle, était morte d'une autre manière, pas physiquement. Mais quelque chose en elle était mort, ou peut-être était en train de naître. Je ne savais pas encore. La police est venue, plusieurs fois, des inspecteurs en civil, polis, professionnels. Ils ont pris ma déposition. Ils m'ont posé des questions, beaucoup de questions. Comment j'avais découvert? Pourquoi je n'avais pas appelé la police immédiatement? Pourquoi j'avais donné de l'argent à quelqu'un qui voulait me tuer? J'ai répondu calmement, sans émotion, comme si je parlais de quelqu'un d'autre, de quelque chose qui ne me concernait pas vraiment, parce que c'était la seule manière de tenir. Ils ont examiné la rampe, l'escalier, ils ont pris des photos, des mesures, ils ont emporté le flacon de somnifère, la tasse en porcelaine, comme pièces à conviction. Je leur ai dit qu'ils pouvaient la garder, la tasse, que je ne voulais plus jamais la voir. L'inspecteur principal, un homme d'une 50aine d'années avec des cheveux gris et des yeux fatigués, m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à de la compassion. « Madame Charlier, je dois vous dire que votre fille risque une peine de prison assez lourde, tentative de meurtre sur ascendant. C'est une circonstance aggravante. Elle pourrait prendre entre 5 et 10 ans. Je sais, vous en êtes consciente? Oui. Et vous ne voulez pas retirer votre plainte? Je n'ai pas déposé de plainte. C'est elle qui s'est dénoncée. C'est vrai. Mais vous pourriez demander la clémence, témoigner en sa faveur, expliquer qu'elle était dans une situation de détresse, que vous lui pardonnez. Ça pourrait réduire sa peine. J'ai réfléchi longuement. Puis j'ai dit, non, 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 elle doit payer. Pas pour me punir, mais pour se sauver. Si je demande la clémence, si je l'excuse, elle ne comprendra jamais. Elle recommencera, peut-être pas avec moi, mais avec quelqu'un d'autre. Elle fuira toujours. Il faut qu'elle s'arrête. Il faut qu'elle affronte. L'inspecteur a hoché la tête. Il avait l'air de comprendre. Ou peut-être qu'il avait déjà vu ça. Des familles brisées,
des mères qui choisissent la justice plutôt que le pardon facile. Vous êtes une femme courageuse, Madame Charlier. Non, je suis juste une mère qui n'a plus le choix. Ils sont repartis, et je suis restée seule, encore. Le procès a eu lieu 3 mois plus tard, 3 mois pendant lesquels je n'ai pas vu Nina, pas une seule fois. Elle était en détention préventive, dans une prison pour femmes en banlieue parisienne. Elle m'a écrit plusieurs lettres, longues, remplies de remords, de promesses, de supplications. Maman, je t'en prie, viens me voir, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de savoir que tu ne m'as pas abandonnée. Maman, je suis désolée, je le serai toute ma vie, mais s'il te plaît, ne me laisse pas seule. Maman, j'ai peur, les nuits sont longues ici, je pense à toi, à papa, à tout ce que j'ai détruit, aide-moi. J'ai lu toutes ces lettres, une à une, lentement, en pleurant, mais je n'ai pas répondu, pas parce que je ne voulais pas, mais parce que je ne savais pas quoi dire, parce que chaque mot aurait été soit trop dur, soit trop tendre, et qu'aucun des deux n'aurait été juste. Alors, j'ai gardé le silence, un silence qui me déchirait, qui me brûlait, qui me vidait, mais un silence nécessaire. Maître Blanchard m'a appelé plusieurs fois. Il suivait l'affaire de près. Il m'a expliqué que Nina avait plaidé coupable, qu'elle avait tout avoué, qu'elle avait exprimé des remords sincères, que son avocat, un jeune homme brillant que j'avais payé très cher, essayait de faire valoir les circonstances atténuantes, la détresse psychologique, les dettes, les pressions de Damien. Damien qui, lui, avait disparu, envolé, comme une ombre. Comme tous les lâches qui poussent les autres à faire le mal sans se salir les mains. La police le cherchait, mais il était introuvable. Nina, elle, n'avait pas essayé de fuir. Elle avait assumé, seule, et quelque part, malgré tout, j'étais fière d'elle. Le jour du procès, je me suis réveillée tôt, comme d'habitude. J'ai pris une douche, longue, chaude. J'ai mis une robe noire, simple, élégante, une veste en laine, des chaussures à talons bas. Je me suis maquillée, légèrement, pour avoir l'air digne, pour avoir l'air forte, même si à l'intérieur, j'étais en miettes. Je suis allée au tribunal, le palais de justice de Paris, un bâtiment imposant, froid, où des centaines de vies se décident chaque jour. J'ai attendu dans le couloir, sur un banc en bois inconfortable, entouré d'avocats en robe noire qui parlaient à voix basse, de familles qui pleuraient, de policiers qui surveillaient, puis on m'a appelé. La salle d'audience était petite, austère, des murs blancs, des néons, une estrade où siégeaient 3 juges, un homme et 2 femmes, tous d'âge mûr, tous avec des visages fermés, impassible. Nina était là, dans le box des accusés, entre 2 gendarmes. Quand je suis entrée, elle a levé les yeux vers moi. Nos regards se sont croisés, et j'ai vu quelque chose dans ses yeux que je n'avais pas vu depuis des années. De la clarté. Elle n'était plus cette femme perdue, cette femme désespérée qui fuyait sans savoir où aller. Elle était lucide, présente, consciente. La prison l'avait changée. Ou peut-être était-ce la confrontation avec elle-même. Je ne sais pas. Je me suis assise. À ma place, dans le public, pas trop près, pas trop loin. Le procès a commencé. Le procureur a lu l'acte d'accusation. Tentative de meurtre sur ascendant avec préméditation. Les faits, le somnifère, la rampe sabotée, l'intention claire de provoquer la mort. Chaque mot était un couteau. Chaque phrase était une condamnation. Puis l'avocat de Nina a pris la parole. Il a parlé des dettes, de la pression psychologique, de Damien qui avait manipulé Nina, de son état de détresse, de ses remords sincères, de sa dénonciation volontaire. Il a demandé la clémence, il a demandé que la cour tienne compte de toutes ces circonstances. Puis le juge principal s'est tourné vers moi. « Madame Charlier, vous êtes la victime. Souhaitez-vous vous exprimer ?» Je me suis levée, lentement. Mes jambes tremblaient. Mon cœur battait si fort que j'avais peur de tomber. Mais je suis restée debout. J'ai regardé Nina, puis les juges, puis j'ai parlé. « Oui, j'aimerais dire quelque chose. Nous vous écoutons. » J'ai respiré profondément. Puis j'ai dit « Ma fille a voulu me tuer. C'est un fait. Elle a préparé ma mort avec préméditation. C'est un fait. Elle m'a droguée. Elle a saboté ma maison. Elle a fait de mon foyer un piège. C'est un fait. » Le silence dans la salle était total. Mais il y a d'autres faits. Des faits que le procureur n'a pas mentionnés. Nina n'a pas réussi. Pas parce que je l'ai empêchée, mais parce qu'au dernier moment, quelque chose en elle a résisté. Quelque chose a dit non. Elle a pleuré. Elle a hésité. Elle a souffert. J'ai vu Nina baisser la tête. Ses épaules tremblaient. Et quand je l'ai confrontée, quand je lui ai dit que je savais tout, elle n'a pas fui. Elle n'a pas nié. Elle n'a pas essayé de me tuer pour de vrai. Elle a écouté. Elle a pleuré. Elle a accepté mes conditions. Le juge me regardait attentivement. Je lui ai donné l'argent pour payer ses dettes, mais je lui ai demandé quelque chose en échange. Quelque chose que peu de gens auraient le courage de faire.
se dénoncer, aller en prison, payer pour ses actes, et elle l'a fait. J'ai senti mes larmes monter, mais je les ai retenues. Je ne demande pas la clémence, je ne retire rien, parce que Nina doit payer, pour moi, pour elle, pour toutes les fois où elle a fui ses responsabilités. Mais je veux que la cour sache une chose. Ma fille n'est pas un monstre, c'est une femme perdue qui a fait le choix le plus horrible qu'on puisse imaginer. Mais c'est aussi une femme qui a eu le courage de s'arrêter, de se dénoncer, de choisir la vérité plutôt que le mensonge. J'ai regardé Nina droit dans les yeux. Je ne sais pas si je lui pardonnerai un jour, je ne sais pas si on se reverra un jour, mais je sais une chose. Si elle sort de prison un jour, si elle paie sa dette, si elle se reconstruit, alors elle aura une chance de redevenir ma fille. Pas celle d'avant, celle d'après, celle qui aura compris, celle qui aura grandi. Je me suis rassise, mes mains tremblaient, mon cœur battait à tout rompre. Nina pleurait, sans bruit, sans retenue. Le juge a hoché la tête, il a noté quelque chose, puis il a dit « Merci, Madame Charlier, nous allons délibérer ». La délibération a duré 2 heures. 2 heures pendant lesquelles j'ai attendu dans le couloir, seule, vidée, épuisée. Puis on nous a rappelés. Le juge s'est levé, il a lu le verdict. Nina Charlier, vous êtes reconnue coupable de tentative de meurtre sur ascendant avec préméditation. Compte tenu de votre aveu spontané, de vos remords, de l'absence de passage à l'acte complet et du témoignage de la victime, la Cour vous condamne à 4 ans de prison ferme. 4 ans. Nina a baissé la tête. Elle a hoché. Elle a accepté. Les gendarmes l'ont emmenée. Elle s'est retournée une dernière fois. Elle m'a regardée. Elle a articulé silencieusement « Merci, maman ». Et elle a disparu. Je suis rentrée chez moi. La maison était silencieuse, vide, froide. J'ai monté l'escalier. L'escalier principal, celui avec la rampe réparée. La police l'avait fait revenir à la normale après l'enquête. Je suis allée dans la chambre de Nina. J'ai ouvert la fenêtre pour laisser entrer l'air, pour chasser les mauvais souvenirs. Puis j'ai commencé à ranger. J'ai plié ses vêtements, j'ai trié ses affaires, j'ai mis tout dans des cartons. Pas pour les jeter, mais pour les ranger, pour les garder, pour le jour où, peut-être, elle reviendrait. J'ai trouvé une photo, une vieille photo. Nina avait 6 ans. Elle portait une robe blanche, elle tenait une fleur, elle souriait, un sourire lumineux, innocent. J'ai gardé cette photo, je l'ai mise dans ma chambre, sur ma table de nuit, pour ne pas oublier qu'elle avait été cette petite fille, avant de devenir cette femme perdue. Les jours ont passé, puis les semaines, puis les mois. J'ai repris ma vie, lentement, difficilement. Je sortais peu, je voyais peu de gens. Mes amis m'appelaient, elles me demandaient comment j'allais. Elles savaient. Tout Paris savait. L'affaire avait fait les journaux. Une fille tente de tuer sa mère pour l'héritage. Des titres racoleurs, des articles superficiels qui ne comprenaient rien, qui réduisaient tout à une sordide histoire d'argent. Mais ce n'était pas ça. C'était une histoire de désespoir, de lâcheté, de trahison, mais aussi de courage, de vérité, de rédemption possible. Je ne parlais pas, je ne me justifiais pas, je laissais dire, parce que les gens croient toujours ce qu'ils veulent croire. Maître Blanchard m'a appelé un jour, 6 mois après le procès. « Madame Charlier, j'ai des nouvelles de Nina. » « Oui, elle se comporte très bien en prison. Elle suit des cours. Elle voit un psychologue. Elle travaille à l'atelier de couture. Elle va bien. Enfin, aussi bien qu'on peut aller en prison. Je vois. Elle demande à vous voir. Elle aimerait que vous veniez. Elle comprendra si vous refusez. Mais elle voudrait vous parler. » J'ai hésité, longtemps. Puis j'ai dit, « Pas encore, pas maintenant. Dites-lui que j'ai besoin de temps. Qu'elle continue, qu'elle tienne bon, et que peut-être, un jour, je viendrai, je lui transmettrai. » 1 an après le procès, j'ai commencé à lui écrire. Des lettres courtes, neutres, où je lui racontais ma vie, les saisons, le jardin, les nouvelles du quartier. Rien de personnel, rien d'émotionnel, juste des mots, pour qu'elle sache que je pensais à elle, que je n'avais pas disparu. Elle me répondait, avec des lettres plus longues, remplies de remords, de projets, d'espoir. Elle me disait qu'elle avait compris, qu'elle avait changé, qu'elle voulait se reconstruire, qu'elle ne serait plus jamais cette femme qui avait voulu tuer sa mère. Je voulais la croire, mais quelque chose en moi restait méfiant, blessé, prudent, parce qu'on ne guérit pas d'une trahison en 1 an, ni en 2, peut-être jamais complètement. Un soir, 2 ans après le procès, j'étais assise dans mon fauteuil, le même fauteuil où j'avais fait semblant de dormir ce soir-là, le soir où tout avait commencé. Je regardais par la fenêtre, la pluie tombait, comme cette nuit-là. Et j'ai pensé à quelque chose que ma mère m'avait dit il y a longtemps, quand j'étais enfant, quand je lui avais demandé pourquoi les gens faisaient du mal. Elle m'avait répondu « Violette, les gens font du mal parce qu'ils ont mal.
Et la seule manière de guérir, c'est d'accepter la douleur, de la traverser, de ne pas la fuir. Nina avait fui toute sa vie, sa douleur, ses échecs, ses peurs. Maintenant, elle ne pouvait plus fuir. Elle était enfermée, avec elle-même, avec ce qu'elle avait fait. Et peut-être que c'était exactement ce dont elle avait besoin. Pas une punition, mais un arrêt, une pause, un moment pour se regarder vraiment, pour comprendre, pour grandir. Moi aussi, j'avais besoin de cet arrêt, pour réfléchir, pour pleurer, pour accepter, pour comprendre que j'avais perdu ma fille telle que je la connaissais, mais que peut-être, un jour, j'en retrouverais une autre, une nouvelle, une différente, pas celle d'avant, jamais celle d'avant, mais peut-être quelqu'un de mieux, ou peut-être pas, peut-être que Nina sortirait de prison et recommencerait, peut-être qu'elle me trahirait encore, peut-être qu'elle ne changerait jamais, je ne savais pas, personne ne pouvait savoir, mais j'avais fait mon choix, j'avais choisi de lui donner une chance, pas une chance facile, pas une chance gratuite, mais une chance méritée, une chance payée avec du temps, avec des larmes, avec de la prison. Et maintenant, je devais attendre. Attendre de voir ce que Nina ferait de cette chance. Attendre de voir si la vie, le temps, le karma, lui enseignerait ce que moi je n'avais pas su lui apprendre. Parce qu'au fond, c'est ça le karma. Pas une vengeance, pas une punition divine, juste les conséquences naturelles de nos actes. Nina avait semé le mensonge, le désespoir, la violence. Maintenant, elle récoltait la prison, la solitude, le remords. Et moi, j'avais semé l'amour, mais aussi la fermeté, la vérité, la justice. Et je récoltais, quoi? La paix? Non, pas encore. Le pardon? Non, pas encore. Mais quelque chose d'autre, quelque chose de plus profond. La sérénité de savoir que j'avais fait ce qu'il fallait faire, que j'avais été juste, pas parfaite, mais juste, et que maintenant, le reste ne dépendait plus de moi. Le reste dépendait de Nina, et du temps. 4 ans, c'est long, 4 ans. Et en même temps, ce n'est rien. 4 ans pendant lesquels le monde a continué à tourner. Les saisons ont passé. Les arbres du jardin ont fleuri, ont perdu leurs feuilles, ont refleuri. La vie a continué, comme elle continue toujours, indifférente à nos drames, à nos tragédies, à nos chagrins. Moi, j'ai vieilli, pas seulement en années, en profondeur, en rides, en cheveux blancs, en articulations qui craquent le matin, en souvenirs qui s'effacent. J'ai eu 74 ans, puis 75, puis 76, des anniversaires que j'ai passés seul, avec un gâteau que je n'ai pas mangé, avec des bougies que je n'ai pas soufflées, parce que c'était trop triste, trop symbolique, trop vide. Mais j'ai tenu, j'ai continué à vivre dans cette maison, à entretenir le jardin, à faire mes courses au marché du dimanche, à lire le journal avec mes lunettes, à prendre mon thé dans de nouvelles tasses, des tasses simples, blanches, sans histoire, parce que la tasse en porcelaine de ma mère, celle que Nina avait empoisonnée, je ne l'ai jamais revue. La police l'avait gardée, puis perdue, probablement, ou détruite, je ne sais pas, et je n'ai jamais demandé. Certaines choses méritent de disparaître. J'ai continué à écrire à Nina, une fois par mois, des lettres courtes, factuelles. Je lui racontais la météo, les nouvelles du quartier, la mort de Madame Dubois, notre voisine, le nouveau boulanger qui faisait d'excellents croissants, des choses banales, rassurantes, qui disait « Je suis là, je vis, je pense à toi, même si je ne te pardonne pas encore ». Elle me répondait toujours, avec des lettres plus longues, plus intimes, plus douloureuses. Elle me racontait sa vie en prison, les journées identiques, le réveil à 6 heures, le travail à l'atelier, les repas silencieux, les nuits dans une cellule de 9 mètres carrés qu'elle partageait avec une autre détenue. Elle me racontait les cours qu'elle suivait, la psychothérapie, les ateliers d'écriture, les groupes de parole où elle parlait de ce qu'elle avait fait, de ce qu'elle était devenue, de ce qu'elle voulait devenir. Elle me disait qu'elle avait honte, tous les jours, à chaque instant, qu'elle pensait à moi, à ce qu'elle m'avait fait, à la femme qu'elle avait été. Elle me disait qu'elle changeait, qu'elle comprenait enfin, qu'elle n'était plus cette femme qui fuyait, qui mentait, qui trahissait. Je voulais la croire, mais quelque chose en moi résistait. Parce que les mots, c'est facile, les promesses, c'est facile. Changer vraiment, c'est autre chose. Alors j'attendais. J'attendais de voir. La première année, Nina m'a demandé de venir la voir, tous les mois, dans chaque lettre. « Maman, s'il te plaît, j'ai besoin de te voir, j'ai besoin de ton regard, de ta voix, de savoir que tu existes encore. » Je n'y suis pas allée, pas parce que je ne voulais pas, mais parce que je ne pouvais pas, pas encore. La blessure était trop fraîche, trop profonde, trop vive. Maître Blanchard me relayait les informations. Il me disait que Nina se comportait de manière exemplaire, qu'elle travaillait bien, qu'elle aidait les autres détenus, qu'elle était devenue une référence dans sa section.
qu'elle avait même été choisie pour animer un atelier de lecture avec des jeunes détenus, qu'elle leur lisait des livres, qu'elle les aidait à écrire leurs propres histoires. J'ai pensé à l'ironie. Nina qui voulait être écrivaine autrefois, Nina qui finalement écrivait, mais en prison, dans des conditions qu'elle n'aurait jamais imaginées. La vie a un sens de l'humour cruel parfois. La deuxième année, j'ai commencé à avoir des problèmes de santé. Rien de grave, enfin rien qui tue, mais rien d'agréable non plus. De l'arthrose dans les genoux, une tension qui montait, un diabète léger qu'il fallait surveiller, les petites morts du grand âge, celles qui vous rappellent que le temps fait son œuvre, que le corps s'use, que la fin approche, doucement mais sûrement. Je me suis demandé ce qui se passerait si je mourais avant la sortie de Nina, si elle apprenait ma mort en prison, si elle se dirait qu'elle m'avait tué finalement, pas avec du poison ou une rampe sabotée, mais avec du chagrin, avec de la trahison, avec du temps perdu. Cette idée m'a terrifiée. Pas l'idée de mourir. J'ai 76 ans. Je sais que je mourrai bientôt. C'est dans l'ordre des choses. Mais l'idée de mourir sans avoir revu Nina, sans lui avoir parlé, sans savoir ce qu'elle était devenue vraiment. L'idée de mourir avec cette blessure ouverte, jamais refermée, jamais guérie. Alors, un matin de printemps, 2 ans et demi après le procès, j'ai pris une décision. J'allais aller la voir. Pas pour pardonner, pas pour oublier, mais pour savoir, pour voir de mes propres yeux, pour entendre de mes propres oreilles, pour comprendre qui était devenue ma fille. J'ai appelé le service pénitentiaire. J'ai pris rendez-vous pour un parloir. On m'a donné une date, un samedi, à 14 heures. La prison était à Fleury-Mérogis, à 1 heure de Paris. J'ai pris le RER, puis un bus. J'aurais pu prendre un taxi, mais j'avais besoin de temps, de me préparer, de rassembler mon courage. Le trajet m'a semblé interminable. J'observais les gens autour de moi. Des familles qui allaient en voir leurs proches, des femmes avec des enfants, des hommes fatigués, tous avec le même regard. Un mélange de honte et d'amour, de colère et de fidélité. Nous étions tous les mêmes, tous liés à quelqu'un qui avait failli, qui avait trahi, qui payait, et tous, nous venions quand même, parce que l'amour, même blessé, ne meurt pas si facilement. La prison était un ensemble de bâtiments gris, entourés de hauts murs, de barbelés, de miradors, un endroit qui ressemblait à tous les endroits de ce genre, froid, hostile, déshumanisant. J'ai passé les contrôles de sécurité. On a fouillé mon sac. On m'a fait passer sous un portique. On m'a demandé mes papiers, mon lien avec la détenue, sa mère, j'ai dit. La gardienne m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à de la compassion. Salle 3, vous avez 30 minutes. 30 minutes, pour rattraper 2 ans et demi, pour dire ce qui ne s'était pas dit, pour comprendre ce qui devait être compris. 30 minutes qui allaient peut-être décider du reste de nos vies. Je suis entré dans la salle de visite, une grande pièce avec des tables et des chaises. Tout en plastique, tout en surveillé. Des caméras partout, des gardiens qui observaient. J'ai attendu. Puis Nina est entrée. Et quand je l'ai vue, j'ai eu un choc. Ce n'était plus la même femme. La Nina que j'avais connue était élégante, soignée, toujours bien habillée, toujours maquillée. Même dans le désespoir, elle gardait cette apparence. Cette Nina-là portait un survêtement gris. Ses cheveux étaient attachés en queue de cheval. Pas de maquillage, pas de bijoux, rien. Elle était maigre, beaucoup plus maigre qu'avant. Ses pommettes saillaient, ses yeux étaient cernés. Elle avait vieilli, beaucoup, comme si les 2 ans et demi en prison en valaient 10. Mais il y avait quelque chose d'autre, quelque chose dans son regard, une clarté, une présence, une gravité. Elle ne fuyait plus. Elle me regardait en face, sans détourner les yeux, sans trembler. Elle s'est assise, lentement, les mains posées sur la table, tremblante quand même. Nous nous sommes regardés, longtemps. Sans parler, c'est elle qui a parlé en premier. Maman. Sa voix était différente aussi, plus grave, plus calme, plus adulte. Nina, tu es venue. Oui, je n'y croyais plus. Je pensais que tu ne viendrais jamais. Moi aussi je le pensais. Un silence. Pourquoi tu es venue? Parce que j'ai besoin de savoir si tu as vraiment changé, si tout ça a servi à quelque chose. Elle a hoché la tête. Elle comprenait. J'ai changé, maman. Je te le promets. Je ne suis plus celle que j'étais. Cette femme-là, elle est morte. Comment je peux te croire? Tu m'as déjà menti tellement de fois. Tu ne peux que me laisser te le montrer. Le jour où je sortirai, le jour où je vivrai ma vie, c'est là que tu verras. Elle avait raison. Les mots ne prouvent rien. Seuls les actes comptent. Qu'est-ce que tu fais ici? À part survivre? Je me regarde, maman. Pour la première fois de ma vie. Je me regarde vraiment. Sans fuite, sans mensonge, sans excuse. Elle a pris une inspiration. Ses mains tremblaient, toujours. Je vois des psys. 2 fois par semaine. On parle. De tout. De mon enfance. De mes échecs. De mes choix. De pourquoi j'ai toujours fui.
de pourquoi j'ai été capable de vouloir te tuer. Et tu as trouvé des réponses? Oui, pas toutes, mais quelques-unes. J'ai compris que j'avais peur, peur de décevoir, peur d'échouer, peur de ne jamais être à la hauteur. Alors je fuyais, je changeais de vie, de ville, d'homme, de projet, pour ne jamais avoir à affronter mes échecs, pour ne jamais avoir à me dire que j'étais responsable. J'écoutais, sans l'interrompre. Et quand j'ai été acculé, quand je n'ai plus pu fuir, quand les dettes m'ont rattrapé, j'ai choisi la solution la plus lâche, la plus horrible. Je me suis dit que c'était de ta faute, que si tu mourais, j'aurais l'argent, que ce serait facile, que tu ne souffrirais pas longtemps, que tu allais mourir bientôt de toute façon. Des larmes coulaient sur ses joues maintenant, mais elle continuait à me regarder. Je me suis menti à moi-même. Je me suis dit que c'était nécessaire, que je n'avais pas le choix, que Damien avait raison. Mais c'était faux. J'avais le choix. J'ai toujours eu le choix. Et j'ai choisi le mal. J'ai choisi la lâcheté. J'ai choisi de te trahir. Sa voix s'est brisée. Et maintenant, je vis avec ça. Tous les jours, toutes les nuits. Je me réveille et je pense à toi, à ce que j'ai failli faire, à la femme que j'étais. Et j'ai honte. Une honte qui ne part pas, qui ne partira jamais complètement. J'ai senti quelque chose bouger en moi, quelque chose de douloureux, de tendre aussi. Bien. Elle m'a regardé, surprise. Bien? Oui, bien. Tu dois avoir honte, tu dois vivre avec, parce que c'est ça qui te fera tenir, c'est ça qui t'empêchera de recommencer. Ce n'est pas une punition, c'est une protection. Elle a hoché la tête, lentement. Je sais, c'est ce que dit la psy aussi. Nous sommes restés silencieuses un moment, juste à nous regarder, à exister l'une face à l'autre. Puis j'ai demandé, et Damien? Elle a eu un mouvement de recul, comme si le nom la brûlait. Je ne sais pas, il a disparu. La police ne l'a jamais retrouvé. Il m'a laissé seul porter tout ça. Tu l'attendais à autre chose? Non, tu as raison, j'aurais dû savoir. Il était comme moi, un lâche, quelqu'un qui fuit. Sauf que lui, il a fui plus vite. Tu penses encore à lui? Non, plus maintenant. Au début, oui, je lui en voulais. Je me disais que c'était de sa faute, qu'il m'avait manipulé. Mais c'est faux. Il m'a proposé. J'ai accepté. J'aurais pu dire non. J'aurais pu venir te voir, te demander de l'aide. Mais je ne l'ai pas fait. Parce que j'avais trop honte. Parce que c'était plus facile de te tuer que de te dire la vérité. Ces mots résonnèrent dans la salle comme des coups de marteau. Mais ils sonnaient juste, vrais, sans faux semblant. Tu sors quand? Dans 1 an et demi. J'ai eu une réduction de peine pour bonne conduite. Je sortirai en juin. Dans 18 mois exactement. Et après? Tu as des projets? Elle a hésité. Je ne sais pas. Recommencer. Trouver un travail. Un appartement. Vivre simplement. Honnêtement. Sans dette. Sans mensonge. Sans fuite. Tu viendras me voir? Sa voix s'est brisée. Tu voudrais? Je ne sais pas encore. Mais peut-être, si tu continues. Si tu tiens tes promesses. Si tu deviens vraiment quelqu'un d'autre. Elle a pleuré. Sans bruit. Des larmes silencieuses qui coulèrent sur ses joues amaigries. Je te le promets, maman. Je te le jure. Je ne te décevrai plus jamais. Ne me promets rien, Nina. Contente-toi de le faire. Le gardien a tapé sur la vitre. Les 30 minutes étaient écoulées. Il était temps de partir. Je me suis levée. Nina aussi. Nous nous sommes regardés une dernière fois. Puis, sans réfléchir, sans calculer, j'ai tendu ma main. Nina l'a prise. Elle l'a serrée fort, très fort, comme quelqu'un qui se noie et qui attrape une bouée. Merci, maman. Merci d'être venue. Merci de ne pas m'avoir abandonnée. Je ne t'ai pas pardonné, Nina. Pas encore. Peut-être jamais complètement. Mais je ne t'ai pas abandonnée non plus. Parce que c'est ça, être mère. Même quand on voudrait pouvoir le faire. Je suis partie. Dans le RER, sur le chemin du retour, j'ai pleuré. Longtemps. Les gens me regardaient. Je m'en fichais. Parce que j'avais vu quelque chose que je n'espérais plus voir. Ma fille. La vraie. Pas celle d'avant. Pas celle qui mentait. Qui fuyait. Qui trahissait. Mais une nouvelle. Une différente. Une qui avait payé. Qui payait encore. Qui continuerait à payer toute sa vie. Pas avec de l'argent. Pas avec des excuses. Avec du remords. Avec de la honte. Avec de la conscience. Et quelque part, c'était ça, le karma. Pas une vengeance. Pas une punition divine qui tombe du ciel. Juste les conséquences naturelles de nos actes. Nina avait voulu me tuer. Elle avait menti, trahi, manipulé. Et maintenant, elle vivait en prison. Elle avait tout perdu. Sa liberté, sa réputation, son avenir, ses illusions. Elle vivait seule avec ce qu'elle avait fait, avec la femme qu'elle avait été, avec le poids de sa faute. Et ce poids, personne ne pouvait le porter à sa place. C'était son fardeau, à elle, pour toujours. Les mois suivants, je suis retournée la voir, pas souvent, une fois tous les 2 mois, puis une fois par mois. Chaque fois, je voyais les changements, petits, subtils, mais réels. Nina qui parlait différemment, qui écoutait vraiment, qui ne se plaignait pas, qui ne se victimisait pas, qui assumait.
Nina qui me demandait de mes nouvelles, de ma santé, de ma vie, sans attendre quelque chose en retour. Nina qui était devenue une adulte, enfin. Au bout de 3 ans et demi, elle est sortie de prison. Je n'étais pas là. Je lui avais dit que je ne viendrais pas, que c'était son moment, à elle, pas à nous, qu'elle devait commencer cette nouvelle vie seule, debout, responsable. Elle m'a écrit, le soir même, une lettre courte, simple, qui disait juste « Je suis sortie, j'ai trouvé un appartement, un studio, dans le 13e, j'ai trouvé un travail, dans une association qui aide les femmes en difficulté. C'est un début. Je te tiendrai au courant. Je t'aime, maman. Merci. » J'ai pleuré en lisant cette lettre. Pas de tristesse, pas de joie non plus, juste de soulagement, parce que Nina était sortie, et qu'elle n'avait pas fui, pas disparu, pas recommencé. Elle avait tenu sa promesse, pour l'instant du moins. L'avenir dirait si elle tiendrait longtemps. Mais déjà, c'était quelque chose, c'était un début. 6 mois après sa sortie, Nina m'a demandé si elle pouvait venir me voir, à la maison. J'ai hésité. Longtemps. Cette maison, notre maison, la maison où elle avait grandi, la maison où elle avait voulu me tuer. Est-ce qu'elle avait le droit d'y revenir? J'ai fini par dire oui, pas pour elle, pour moi, parce que j'avais besoin de savoir si je pouvais la regarder dans cette maison sans trembler, sans avoir peur, sans revoir cette nuit où elle avait versé du poison dans mon thé. Elle est venue un dimanche après-midi, en novembre, presque 4 ans jour pour jour après cette fameuse nuit. Elle portait un manteau simple, un jean, des chaussures plates. Elle avait grossi un peu. Elle avait meilleure mine. Ses cheveux avaient repoussé. Elle ressemblait presque à la femme d'avant, sauf les yeux. Les yeux avaient changé, définitivement. Il y avait quelque chose dedans qu'il n'y avait jamais eu avant. De la gravité, de la profondeur, de la conscience. Elle est entrée. Elle a regardé autour d'elle, le salon, l'escalier, la cuisine. Chaque pièce semblait lui peser, lui rappeler. Ça me fait bizarre d'être ici. Je sais, tu as fait refaire la rampe. Oui, je ne pouvais pas la laisser comme ça. Elle a hoché la tête. Elle ne s'attendait pas à autre chose. Nous nous sommes assises, dans le salon, sur le canapé, pas sur mon fauteuil. Je ne voulais pas qu'elle s'assoie là. Pas encore, peut-être jamais. Nous avons bu du thé, dans des tasses blanches, simples, neutres, et nous avons parlé, vraiment parlé, pour la première fois depuis des années. Elle m'a raconté sa vie, son travail, son appartement, les femmes qu'elle aidait à l'association, celles qui sortaient de prison, celles qui avaient des dettes, celles qui étaient perdues. Je leur dis toujours la même chose, qu'elles ont le droit de recommencer, mais qu'elles doivent assumer d'abord, payer leurs dettes, pas fuir, affronter. Tu leur parles de toi? Oui, je leur dis ce que j'ai fait, ce que j'ai voulu faire, comment j'en suis arrivée là, et comment j'en suis sortie. Et elles te croient? Certaines oui, d'autres non, mais ce n'est pas grave. L'important, c'est que je dise la vérité, que je ne me cache plus. Je l'ai regardée, cette femme de 42 ans, cette femme qui avait été ma fille, qui était redevenue ma fille, d'une certaine manière. Je suis fière de toi, Nina. Elle a levé les yeux vers moi, incrédule. Quoi? Je suis fière, pas de ce que tu as fait, jamais de ça, mais de ce que tu es devenue, de ton courage, de ta détermination, de ton honnêteté. Les larmes sont montées dans ses yeux, mais elle ne les a pas laissées couler. Merci maman, tu ne sais pas ce que ça représente pour moi. Si, je sais, nous sommes restés ensemble jusqu'au soir, à parler, à nous regarder, à exister l'une avec l'autre. Quand elle est partie, je l'ai accompagnée jusqu'à la porte. Et là, pour la première fois en 4 ans, je l'ai prise dans mes bras. Pas longtemps, pas avec effusion, juste quelques secondes, pour lui dire « Tu existes ». Pour moi, encore, différemment. Mais tu existes, elle est partie. Et moi, je suis restée debout sur le seuil de cette maison qui avait abrité tant de joie, tant de drames, tant de secrets. Cette maison où j'avais failli mourir, mais où j'avais finalement choisi de vivre. J'ai pensé à Henri, à ce qu'il aurait dit de tout ça, à ce qu'il aurait fait, et je me suis dit qu'il aurait été fier aussi. Pas de Nina, pas de ce qu'elle avait fait, mais de ce qu'elle était devenue, de ce qu'elle avait eu le courage de devenir. Parce qu'au fond, le karma, ce n'est pas seulement la punition, c'est aussi la rédemption possible. Nina avait fait le mal, elle avait payé, elle continuait à payer, mais elle avait aussi choisi de changer, de se transformer, de devenir meilleure, et la vie lui avait donné cette chance. Pas une chance facile, pas une chance gratuite, mais une chance méritée, une chance payée avec du sang, avec des larmes, avec de la prison, avec de la honte. Une chance qui lui appartenait maintenant. Et moi, je pouvais enfin respirer, parce que j'avais fait ce qu'il fallait faire. J'avais été juste, ferme, aimante malgré tout. J'avais refusé la vengeance facile, j'avais refusé l'abandon facile. J'avais choisi la voie du milieu, la voie difficile,
celle qui fait mal mais qui guérit. Et maintenant, je voyais le résultat. Ma fille vivait, différemment, mais elle vivait, et moi aussi. Ensemble, nous avions survécu à l'impensable. Et quelque part, c'était déjà une victoire. Aujourd'hui, j'ai 79 ans, bientôt 80, un âge que je ne pensais pas atteindre, pas après cette nuit, pas après avoir découvert que ma propre fille voulait ma mort. Mais je suis là, vivante, dans cette maison qui a été témoin de tout, de l'amour et de la trahison, de la joie et de l'horreur, de la mort et de la renaissance. Je suis assise dans mon fauteuil, le même fauteuil où j'ai fait semblant de dormir il y a 5 ans. 5 ans qui me semblent à la fois une éternité et quelques secondes. Dehors, il pleut, comme cette nuit-là, comme si le ciel voulait me rappeler. Mais je n'ai plus besoin qu'on me rappelle. Je n'oublie pas, je n'oublierai jamais. Mais j'ai appris à vivre avec. Nina vient me voir tous les mois maintenant. Parfois 2 fois. Elle arrive le dimanche après-midi, elle apporte des fleurs, du pain frais, des gâteaux qu'elle fait elle-même. Nous prenons le thé, nous parlons, de tout et de rien. De son travail, de mes lectures, du jardin qui vieillit comme moi, des saisons qui passent. Nous ne parlons jamais de cette nuit-là, jamais directement. Mais elle est toujours là, entre nous, comme une cicatrice invisible, comme quelque chose qui ne part pas, mais qui ne fait plus mal de la même manière. Il y a 2 ans, Nina a rencontré quelqu'un, un homme, Serge, un homme simple, honnête, un menuisier qui travaille de ses mains, qui ne cherche pas à s'enrichir, qui vit modestement, mais dignement. Au début, j'ai eu peur qu'elle recommence, qu'elle retombe, qu'elle se perde à nouveau dans une relation toxique. Mais Serge n'est pas Damien. Serge sait ce que Nina a fait. Elle le lui a dit dès le début, sans mentir, sans cacher. Et il est resté. Pas parce qu'il accepte ce qu'elle a fait, mais parce qu'il accepte ce qu'elle est devenue. Ils vivent ensemble maintenant, dans un petit appartement près du canal Saint-Martin. Ils ont une vie simple, sans luxe, sans excès. Une vie qu'Henri et moi n'aurions jamais imaginée pour elle. Nous qui voulions qu'elle réussisse, qu'elle brille, qu'elle soit quelqu'un d'important. Mais peut-être que réussir, ce n'est pas briller. Peut-être que réussir, c'est juste vivre, honnêtement, payer ses factures, dormir en paix, regarder les gens dans les yeux sans avoir honte. Nina a réussi ça. Enfin, l'année dernière, elle m'a demandé quelque chose qui m'a bouleversée. Elle voulait organiser un dîner, ici, dans cette maison, avec Serge, pour que je le rencontre vraiment, pour que nous soyons ensemble, comme une famille. J'ai hésité, longtemps, des semaines, des mois, un dîner, dans cette maison, autour de cette table, celle où nous avions mangé ensemble la veille de la nuit où elle avait voulu me tuer. Comment pouvais-je accepter ça? Comment pouvais-je faire semblant que tout était normal, que nous étions une famille normale? Mais Nina ne demandait pas que je fasse semblant. Elle demandait juste que je lui donne une chance, une nouvelle chance, une chance de créer de nouveaux souvenirs, de remplacer les mauvais par de meilleurs, pas d'effacer, jamais d'effacer, mais de construire par-dessus, de continuer malgré tout. J'ai fini par accepter. Le dîner a eu lieu un samedi soir en mai. Il faisait beau, doux, le jardin était en fleurs, tout semblait conspirer pour que ce soit une belle soirée. Nina est arrivée avec Serge, il portait une chemise propre, des fleurs, une bouteille de vin. Il était intimidé, ça se voyait. Il me regardait avec respect, avec curiosité aussi. Il devait se demander qui j'étais vraiment. Cette femme que sa compagne avait voulu tuer, cette mère qui avait pardonné, ou presque. Nous avons dîné dans la salle à manger. J'avais mis la belle nappe, celle des grandes occasions, celle que Henri aimait. J'avais préparé un poulet rôti, des légumes du marché, une tarte aux pommes, un repas simple, mais fait avec soin, avec amour. Serge m'a parlé de son travail, de ses projets. Il restaurait de vieux meubles. Il leur donnait une seconde vie. J'ai trouvé ça symbolique. Lui qui redonnait vie aux choses abîmées. Lui qui avait accepté de vivre avec une femme abîmée aussi. Nina était calme, présente. Elle souriait. Pas de ce sourire faux qu'elle avait avant, mais d'un vrai sourire. Celui de quelqu'un qui est enfin à sa place. À un moment, pendant le repas, elle m'a regardée et elle a dit « Merci maman. Merci de nous accueillir. Merci de me laisser une chance. » J'ai senti ma gorge se serrer. Mais j'ai souri. « Tu n'as plus besoin de me remercier, Nina. Tu as payé. Tu continues à payer. Maintenant, il faut juste vivre. » Après le dîner, nous sommes restés seuls un moment dans la cuisine. Nina lavait la vaisselle. Moi, je rangeais, comme autrefois, quand elle était enfant, quand nous faisions ça ensemble après les repas de famille. Mais ce n'était plus autrefois, c'était maintenant. Et maintenant était différent. Tu l'aimes vraiment, Serge? Oui, maman. Pour de vrai. Pas comme avant. Pas comme avec Damien ou les autres. Serge me connaît. Il sait tout. Et il reste quand même. Il m'aide à être meilleur. Il ne me juge pas. Il m'accompagne.
C'est bien, ma chérie, c'est ce que tu mérites. Elle a arrêté de laver. Elle m'a regardé. Est-ce que tu m'as pardonné, maman? La question est restée suspendue dans l'air, lourde, importante. J'ai réfléchi, longtemps. Puis j'ai répondu honnêtement. Je ne sais pas, pas complètement. Il y a des jours où je te regarde, et je vois encore cette femme qui a versé du poison dans mon thé. Il y a des nuits où je me réveille en sursaut, et je pense à ce qui aurait pu se passer. Mais il y a aussi des jours où je te regarde, et je vois juste ma fille, celle qui a eu le courage de changer, celle qui paie encore, celle qui essaie. Elle a hoché la tête, des larmes coulaient sur ses joues. Mais elle souriait. C'est déjà beaucoup, maman. C'est plus que ce que j'espérais. Le pardon, ce n'est pas un interrupteur. On ne peut pas juste décider et puis voilà, c'est fait. Le pardon, c'est un chemin. Long, difficile, douloureux. Et je suis encore sur ce chemin. Mais j'avance, lentement, à mon rythme. Je comprends. Et toi, Nina, tu t'es pardonnée? Elle a secoué la tête. Non, je ne sais pas si je pourrai un jour. Ce que j'ai fait, ce que j'ai voulu te faire, c'est impardonnable. Je vis avec, je fais avec, mais je ne me pardonne pas. Bien, c'est cette honte qui te garde honnête, c'est elle qui t'empêche de recommencer. Ne la perds jamais complètement, Nina. Elle fait partie de toi maintenant. Nous avons fini de ranger. Puis, Nina et Serge sont partis. Je les ai regardés s'éloigner dans la rue, main dans la main, deux silhouettes dans la nuit qui tombait. Et j'ai pensé que peut-être, juste peut-être, nous allions tous nous en sortir. Les mois ont passé, puis, l'année, ma santé a continué à décliner, doucement mais sûrement. L'arthrose, le diabète, le cœur qui fatigue, les os qui se fragilisent. Je sais que je n'ai plus beaucoup de temps, quelques années, peut-être moins, mais je ne regrette rien, ni d'avoir survécu, ni d'avoir confronté Nina, ni d'avoir exigé qu'elle paie, ni d'avoir fini par accepter de la revoir. J'ai fait ce que je devais faire, comme mère, comme femme, comme être humain. Il y a quelques semaines, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis 5 ans. Je suis allé chez mon notaire. Maître Blanchard est toujours là, plus vieux, plus courbé, mais toujours efficace. Je lui ai demandé de modifier mon testament. Encore, cette fois, pour rétablir Nina comme héritière. Pas de tout, pas comme avant, mais d'une partie. Une partie significative. Maître Blanchard m'a regardé avec surprise. Vous êtes sûre, Madame Charlier? Oui, elle a payé, elle a changé. Elle mérite une seconde chance, une vraie. Elle pourrait tout perdre, tout dépenser, tout gâcher encore. C'est possible, mais je ne crois pas. Et de toute façon, ce sera son problème, pas le mien. Quand je serai morte, je ne serai plus là pour contrôler, pour juger, pour surveiller. Il faudra qu'elle se débrouille seule, avec ce que je lui laisse, avec ce qu'elle est devenue. Il a hoché la tête, il a préparé les documents, j'ai signé. Et en sortant de son bureau, je me suis sentie légère, libre, apaisée. Parce que j'avais bouclé la boucle, j'avais puni, puis j'avais pardonné. Pas complètement, mais suffisamment. Suffisamment pour que Nina puisse continuer. Suffisamment pour qu'elle sache que malgré tout, elle restait ma fille. Hier soir, Nina est venue, seule, sans Serge. Elle voulait me parler. Nous nous sommes assises dans le salon, comme d'habitude. Elle avait quelque chose de grave dans le regard, quelque chose d'important. Maman, j'ai quelque chose à te dire. Je t'écoute. Serge et moi, nous voulons avoir un enfant. Mon cœur a bondi dans ma poitrine. Un enfant. Nina voulait avoir un enfant. Tu es sûre? Oui, j'ai 43 ans. C'est maintenant ou jamais. Et je veux être mère. Je veux donner ce que tu m'as donné. Je veux aimer quelqu'un plus que moi-même. Je veux transmettre. Et tu penses que tu es prête? Je ne sais pas. Personne n'est jamais vraiment prêt, non. Mais je sais que je ferai de mon mieux. Que je ne mentirai pas. Que je ne fuirai pas. Que je serai présente, honnête, vraie. J'ai regardé ma fille. Cette femme qui avait voulu me tuer, cette femme qui voulait maintenant donner la vie. L'ironie était presque insupportable, mais elle était aussi magnifique. Je pense que tu seras une bonne mère, Nina. Pas une mère parfaite, personne ne l'est, mais une bonne mère. Une mère qui sait ce que c'est que de tomber et de se relever. Elle a pleuré, encore. Elle pleure souvent maintenant. Mais ce ne sont plus les mêmes larmes, ce ne sont plus les larmes de désespoir. Ce sont les larmes de quelqu'un qui ressent à nouveau, qui vit à nouveau. Est-ce que tu seras là? Pour mon enfant? Est-ce que tu voudras être sa grand-mère? J'ai souri, un sourire triste mais sincère. Je ne sais pas si je serai encore là quand il naîtra. Je suis vieille, Nina, très vieille. Mon corps est fatigué. Je peux partir demain, ou dans 1 an, ou dans 2. Mais si je suis encore là, oui, je serai sa grand-mère, avec tout ce que ça implique, avec l'amour, avec les limites aussi. Merci maman. Mais promets-moi une chose, Nina, tout ce que tu veux. Promets-moi que tu lui diras la vérité. Un jour, quand il sera assez grand, promets-moi que tu lui raconteras ce que tu as fait, ce que tu es devenu.
pour qu'il apprenne, pour qu'il comprenne que les erreurs ne définissent pas une vie entière, que l'on peut tomber très bas et se relever quand même. Elle a hoché la tête. Je te le promets, je lui dirai tout, je ne lui cacherai rien. Parce que les secrets, ça détruit. Je le sais maintenant. Après son départ, je suis resté longtemps dans mon fauteuil, à regarder la nuit tomber sur le jardin, à penser à cette histoire, à tout ce qui s'était passé, à tout ce qui allait encore se passer. Nina allait peut-être avoir un enfant, peut-être que je le verrais, peut-être pas, mais je savais une chose, si cet enfant naissait, il naîtrait dans une famille différente, une famille qui avait été brisée, mais qui s'était reconstruite, autrement. Pas une famille parfaite, jamais parfaite, mais une famille vraie, une famille qui savait ce que c'était que de souffrir, de se trahir, de se pardonner, lentement, doucement, imparfaitement. Et peut-être que c'était ça, finalement, la sagesse. Comprendre que la perfection n'existe pas, que tout le monde fait des erreurs, certaines petites, d'autres monumentales, mais que ce qui compte, ce n'est pas l'erreur elle-même, c'est ce qu'on en fait après. Est-ce qu'on fuit? Est-ce qu'on ment? Est-ce qu'on se cache? Ou est-ce qu'on affronte? Est-ce qu'on assume? Est-ce qu'on paie? Nina avait fui pendant des années, puis elle avait voulu me tuer plutôt que d'affronter. Mais au dernier moment, quand je l'avais confrontée, elle avait fait le bon choix, le choix difficile, le choix courageux. Elle s'était dénoncée, elle était allée en prison, elle avait payé, et maintenant, elle vivait différemment, honnêtement, simplement. Ce n'était pas une fin heureuse, pas comme dans les contes de fées, parce que les cicatrices restent, la méfiance reste, la douleur reste, mais c'était une fin juste, une fin vraie, une fin qui ressemblait à la vie qui n'est jamais parfaite, la vie qui est toujours compliquée, la vie qui exige qu'on fasse des choix, difficiles, douloureux, nécessaires. Ce soir, en écrivant ces mots dans ma tête, en me remémorant tout ce qui s'est passé, je pense à vous qui m'écoutez, à vous qui avez suivi mon histoire jusqu'au bout. Peut-être que vous aussi, vous avez été trahis, peut-être que vous aussi, vous avez dû choisir entre la vengeance et le pardon, entre la rupture et la rédemption. Je ne connais pas votre histoire, mais je sais une chose, si mon histoire aide ne serait-ce qu'une femme à ouvrir les yeux, à faire les bons choix, à tenir bon malgré la douleur, alors tout cela aura eu un sens. Toute cette souffrance, toute cette trahison, toute cette reconstruction, tout cela aura servi, pas pour moi, pas pour Nina, mais pour vous, pour celle qui m'écoute en ce moment et qui se dit peut-être « moi aussi j'ai été trahie, moi aussi je dois choisir, moi aussi je cherche la force ». Cette force, elle est en vous, elle a toujours été en vous, même quand vous pensez l'avoir perdue. Il y a quelques jours, j'ai fait quelque chose de symbolique. J'ai acheté une nouvelle tasse, en porcelaine de Limoges, comme celle de ma mère, comme celle que Nina avait empoisonnée, blanche, avec un filet doré. Je l'ai mise dans le vaisselier, à côté des autres. Mais c'est celle-là que j'utilise maintenant, tous les matins, pour monter. Parce que ma mère avait raison. Dans cette maison, on boit toujours dans de la beauté. Même les chagrins, même les trahisons, même les souvenirs douloureux, on boit dans la beauté. Parce que c'est notre manière de dire que la vie continue, que nous sommes encore là, que nous n'avons pas renoncé. Cette tasse, c'est mon symbole, mon ancrage, ma manière de dire « j'ai survécu, j'ai choisi de vivre malgré tout ». Et chaque fois que je bois dedans, je pense à ma mère, à Henri, à Nina, à tout ce qui a été, à tout ce qui sera. Je pense à cette nuit où j'ai vu ma fille verser quelque chose dans mon thé, à ces 30 minutes où j'ai fait semblant de dormir, à tout ce que j'ai entendu, à tout ce que j'ai compris. Et je me dis que si c'était à refaire, je referais exactement la même chose. Parce que j'ai été juste, j'ai été ferme, j'ai été aimante, j'ai sauvé ma fille en la laissant payer. J'ai sauvé ma dignité en refusant la vengeance. Je me suis sauvé moi-même en choisissant la vérité. Et aujourd'hui, à presque 80 ans, avec un corps fatigué mais un esprit serein, je peux dire une chose, je ne regrette rien. La vie m'a tout donné, l'amour, la trahison, la douleur, le pardon, la sagesse. Et maintenant, je suis prête, prête pour ce qui vient, prête pour la fin, prête pour le silence, parce que j'ai vécu pleinement, honnêtement, vraiment. Et c'est tout ce qu'on peut demander. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Merci d'avoir accepté d'entrer dans ma vie, dans ma douleur, dans ma guérison. Si cette histoire a touché votre cœur, si elle a résonné en vous, si elle vous a aidé d'une manière ou d'une autre, alors je vous demande quelque chose. Abonnez-vous, activez la cloche, pour entendre d'autres femmes qui, comme moi, ont transformé la douleur en sagesse, qui ont choisi de vivre malgré tout, qui ont refusé de se laisser détruire par la trahison. Chaque jour, une femme, une histoire, une leçon de vie.
Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez, avec quelqu'un qui en a besoin, avec quelqu'un qui cherche la force. Parce que parfois, une histoire change toute une journée. Parfois, elle change toute une vie. Que Dieu vous bénisse, que la vie vous porte, que vous trouviez votre propre sagesse, votre propre paix, votre propre chemin. Et surtout, rappelez-vous ceci. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Le bien comme le mal, l'amour comme la trahison, la vérité comme le mensonge. C'est ça, le karma. C'est ça, la justice. Pas divine, pas magique, juste naturelle. Les conséquences de nos actes, toujours, inévitablement. Alors choisissez bien, vivez bien, aimez bien. Et quand vous tombez, relevez-vous, honnêtement, courageusement. Parce que c'est ça, vivre, tomber et se relever. Encore et encore, jusqu'au dernier souffle. À très bientôt, mes chères auditrices. Prenez soin de vous. Prenez soin de celles que vous aimez. Et n'oubliez jamais, vous êtes plus forte que vous ne le pensez.